Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedì, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene Regina Forza. Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir deux dossiers. Le premier concerne nos amis à quatre pattes qui partagent notre vie. Les chiens et les chats sont pour certains d'entre eux, le saviez-vous, doués de talents particuliers. Alors, peuvent-ils lire dans nos pensées ? Certains d'entre nous, en revanche, peuvent-ils lire dans leurs pensées et ainsi communiquer avec eux ? Nos compagnons à quatre pattes ont-ils la capacité de sentir à distance certaines choses comme par télépathie, même s'ils sont séparés de nous de plusieurs dizaines de kilomètres. Le docteur Joël Dehaas est vétérinaire en Belgique et il a écrit 2 livres exceptionnels à ce sujet, Chat hors du commun et Chien hors du commun aux éditions Le Jour Éditeur. Il sera notre premier invité. Deuxième partie de notre émission, nous emprunterons, comme beaucoup de gens ces temps-ci, les chemins qui mènent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Après avoir présenté une conférence sur la symbolique des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au Salon du Livre ésotérique de Condom, qui se déroule encore demain dimanche à Condom dans le Gers sous le cloître, Olivier Seble viendra nous parler dans Les Aventuriers de l'étrange des secrets que cachent ces chemins. Nous le saurons tout à l'heure à partir de 22h30. Docteur Joël Dehaas, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant que vous nous racontiez des anecdotes tout à fait étonnantes que vous avez recueillies pour 2 livres que je recommande vraiment aux éditions Le Jour Éditeur, Chien hors du commun et Chat hors du commun, également un livre que vous avez écrit aux éditions Odile Jacob, tout sur la psychologie du chat. J'aimerais que vous nous présentiez un petit peu les protagonistes dont on va parler durant cette émission, les aventuriers de l'étrange. On va commencer par le caractère du chat pour commencer. Je serais tenté de vous demander, être un chat, cela donnerait quoi ? Ça nous obligerait, comme la parole que vous avez citée de Cyril Nick, c'est-à-dire apprenons à penser comme l'autre, différemment. Être Absolument. un chat, ça donnerait quoi ? Alors c'est extrêmement difficile parce qu'on ne pourra jamais savoir ce que pense un chat ni comment pense un chat. Ouais. Mais on peut essayer. On peut essayer de se mettre dans un corps d'un chat, d'ailleurs d'une dimension tout à fait réduite, 3 à 5 kilos, 7 kilos éventuellement, parfois des chats plus gros. Déjà c'est tout petit et on vit dans un monde, si on vit dans un monde sauvage, c'est un monde sylvestre, c'est un monde d'herbe, c'est un monde... Et si on vit avec des gens, alors on voit des gens qui sont comme des géants à côté de nous et avec lesquels on va devoir cohabiter. Déjà, est-ce que c'est possible de cohabiter avec ces gens ? Ouais. Et depuis 5000 ans, on voit que c'est possible. Donc il y a quelque chose qui se passe entre ces deux espèces. Alors si je suis un chat, eh bien je suis un être qui va profiter du moment présent. Je vais essayer de voir à chaque moment quelle est la situation la plus agréable pour moi-même. Et je vais absolument pas penser ni à hier, ni à demain. Si le moment présent induit un phénomène de mémoire de type anxieux ou irritant, parce que j'ai vécu un événement dans le passé qui est de ce style-là, je vais me mettre sur mes gardes, je vais être vigilant, et puis je vais peut-être éviter que la situation ne se reproduise. Mais essentiellement, je suis un être qui va faire ce que je veux, ce qu'il veut. Donc le caractère indépendant des chats est vraiment une réalité. C'est une réalité, et c'est pour ça que les gens aiment les chats, et certains détestent les chats. C'est pour cette même raison. Parce que le chat est un être libre. D'ailleurs, il faut se rendre compte que la plupart des chats, il y a très très peu de chats de race par rapport aux chats tout venants. Et ces chats tout venants, ils ont peut-être une maman qui est dans les familles, mais le papa. Il y a très peu de mâles qui ne sont pas pas castrés. Donc il y a très peu de matous entiers, et ces matous entiers vont faire des kilomètres pour trouver une chatte en chaleur. Et ces matous entiers se débrouillent dans le monde extérieur. Ils ont donc encore tout leur potentiel sauvage. Ouais. Et c'est ce qui donne, je dirais, au chat tout venant de France, de Belgique, de Suisse, c'est ce qui lui donne cet aspect très libre. Autre phénomène de liberté, c'est que le chat, s'il se plaît pas chez vous,
Et s'il vit en maison et qu'il a l'occasion de sortir, il va déménager, il va aller chez quelqu'un d'autre, chez qui il se plaira mieux. C'est vraiment la recherche de son bien-être qui compte en premier lieu pour lui. Mhm. Et alors, les chats, et vous l'avez fort bien noté d'ailleurs dans tout le début de votre livre Chats hors du commun, les chats et l'homme ont une longue histoire commune, pas toujours très... le voisinage n'a pas toujours été excellent du reste, hein. Oh, le voisinage a été parfois catastrophique. Oui. Donc on se retrouve avec une période, il y a plus de 7000 ans, une période plus ou moins d'indifférence entre le chat et l'homme, parce qu'en fait, ils ne rentrent pas en compétition pour les mêmes proies. Le chat chasse des toutes petites proies, l'homme chassait des proies plutôt grands. Mais une fois que l'homme s'est mis comme cultivateur, qu'il a stocké du grain, il a fallu défendre ce grain contre les souris, contre les rats. Ouais. Il a d'abord utilisé des couleuvres, il a d'abord utilisé des fouines et d'autres belettes. Ah oui, il s'est pas tourné vers le chat. Non, il s'est pas tourné vers le chat et le chat finalement s'est imposé. Ouais. Le chat s'est imposé et s'est retrouvé en concurrence avec les couleuvres, avec les fouines, avec les belettes. Et finalement, il a fait sa place et il est resté dans les greniers de céréales. Tout à fait intéressant, je dirais, mais c'est toujours en parallèle avec l'être humain. Mhm. Et puis, il y a vraiment... Le chat est remonté de l'Afrique. Il est remonté avec le rat noir. Donc, il n'y avait pas de chat quasiment, à part quelques rares chats sauvages. Il n'y avait pas de chat avant le Moyen-Âge en Europe. Donc, il est monté avec le rat noir et puis il s'est imposé dans toute l'Europe. Ouais. Et puis finalement, une fois qu'il y a eu les invasions du rat gris, qui était beaucoup trop gros par rapport à ce que le chat pouvait chasser, le chat est devenu quasiment inutile. Et devenu inutile, il est devenu intéressant au niveau affectif. D'accord. Et là, de ce moment-là, commencent toutes les sélections de races, etc. Mais ça, c'est tout à fait récent. La vraie domestication du chat, elle est tout à fait récente. Mais pourtant, on trouve dans le monde antique, notamment je pense au monde égyptien, une véritable adoration du chat. Absolument. Donc le chat, c'est surtout justement en Afrique du Nord qu'on retrouve le berceau du chat. Afrique du Nord, éventuellement la Grèce, la Crète, mais toute l'Afrique du Nord. Alors il y a une véritable vénération, je dirais, des Égyptiens pour le chat, mais comme il y avait une véritable vénération des Égyptiens pour quasiment tous les animaux, y compris le chien, le crocodile, le faucon, l'hippopotame, tout ça. Oui, bien sûr. Chacun avait sa représentation, et le chat était lié à deux déesses, Bastet et sa sœur Lionne et la sœur, dont je ne sais plus le nom, et Bastet qui était la déesse chatte, et qui était la déesse de la guerre et la déesse de la fertilité. Et on a, depuis l'Égypte, associé le chat à la féminité, à la fertilité, à tout ce qui représente la féminité. Ce qui était réellement divin, je dirais, au niveau de l'Égypte. Et, bon, connaissant les Égyptiens sont des hommes comme nous maintenant, et le désir de commerce était existant également à cette époque-là, et les prêtres faisaient commerce à ce moment-là. Et donc, on a fait à ce moment-là des élevages de chats pour pouvoir momifier ces chats, pour faire un commerce de momies. Ah bon? Donc on se rend compte que le chat étant déifié, il devient un sujet de commerce. Les prêtres, certains prêtres font des élevages de chats. On élève les chats jusqu'à l'âge de 6 mois, 1 an, on leur tord le cou et on en fait des momies. Et donc ça redonne une petite objectivité sur les pratiques d'époque. Ah oui, c'est rééquilibre, effectivement. C'est rééquilibre, sérieusement. Considérablement, oui, d'accord. Très bien. Mais alors dites-moi, vous avez évoqué rapidement le Moyen-Âge, mais est-ce que cela date de cette époque, cette légende du chat noir et ce pauvre chat noir qui a vécu des heures absolument infernales? Alors, ça date de cette époque, je pense bien, parce que le chat étant associé à la féminité, le chat se promenant avec la queue en l'air, montrant ses organes génitaux, étant donc manifestement exprimant sa sexualité, exprimant tout ce pouvoir, je dirais, de la sexualité, et comme il est associé à la femme, mais comme on est dans le Moyen-Âge qui est paternaliste et de type macho, et que la femme, on s'est rendu compte à un certain moment, et à ce moment-là particulièrement, que la femme, si elle avait des enfants, c'était de son mari, c'était d'un homme. Et donc, si on voulait garantir la paternité de ses enfants, il fallait que les femmes soient enfermées. Il fallait contrôler les femmes. Et donc, le chat montrant sa féminité, montrant sa sexualité à tout venant, les hommes avaient peur que les femmes fassent la même chose. Donc, il y a eu ce mélange, je dirais, de la femme et du chat. Et puis, les hommes ont eu tellement peur des femmes, et ils les ont brûlées comme des sorcières. Bien sûr.
Ils ont brûlé des centaines, des milliers, voire des millions de femmes, je ne sais pas combien, et ils ont brûlé des millions de chats avec ces femmes. Ouais. C'est quelque chose, c'est une hécatombe incroyable. Et en plus, si le chat avait l'infortune d'être noir comme la nuit, noir comme la couleur de ce qui représente la peur, alors là, c'était cuit pour lui, quoi. Voilà, noir de peur, noir comme le diable, Ouais, noir associé à tout ce qui est dangereux. Ouais. Alors, dites-moi, docteur Joël Dehaas, donc vous êtes vétérinaire, vous exercez en Belgique, Oui. et pour rentrer de plein pied donc dans les capacités étonnantes de certains chats, parlez-nous de leurs capacités, et on l'a vu un peu avec les animaux également, qui ont l'air d'avoir tous cette capacité à sentir venir les catastrophes naturelles. Je pense par exemple au tsunami qui s'est produit il y a pas si longtemps que ça. Tous les animaux étaient partis bien avant l'arrivée de cette vague immense qui a submergé des centaines d'êtres humains. En effet, donc ça c'est des choses que l'on remarque depuis toujours, qui ont été observées, qui ont essayé d'être analysées, mais c'est difficile d'analyser ça de façon scientifique parce que c'est pas possible de répéter des phénomènes naturels de ce style-là, donc tout ce qu'on peut faire c'est d'observer, et c'est observer que tout le monde peut observer que son chat prévoit l'orage. La plupart des chats, on va avoir des manifestations comportementales. Le chat va rentrer, il va se lécher, ou il va avoir... On a saché le chat, on a saché le chien. Certains chiens se mettent à trembler des heures avant l'orage. On n'a même pas encore annoncé l'orage qu'il y a déjà des manifestations comportementales. Certains chats ont prévu des ouragans. Certains chats, ça a été raconté aux États-Unis, où il y a des tornades. Une chatte a déplacé ses chatons de quelques centaines de mètres et la grange dans laquelle elle avait accouché a été emportée par une tornade. Ça, c'est extraordinaire. C'est des choses qui sont extraordinaires, qui sont de l'ordre de l'anecdote et qu'on ne peut pas répéter. Alors on va se dire, le chat a des capacités extraordinaires et tous ces animaux ont des capacités extraordinaires, mais pas que les animaux, également les êtres humains, s'ils faisaient confiance à leur intuition, ils auraient un petit peu ces mêmes capacités. Mais quand quelqu'un se réveille la nuit et se dit, oh, je suis inquiet, mais pourquoi est-ce que je suis inquiet ? Il n'y a pas de raison, je prends quelque chose pour m'endormir, alors qu'un tremblement de terre peut se passer quelques heures après, et que la personne l'avait senti, mais qu'elle n'avait pas pu décoder cette sensation. L'animal, lui, il n'a pas besoin de décoder. Il ressent de la peur, il va manifester de la peur. Et nous, on va faire cette liaison, il a ressenti de la peur, 3 heures après, il y avait un tremblement de terre. Il a échappé au tremblement de terre. Ouais. D'ailleurs, vous citez également plusieurs exemples de cas d'animaux vivant en zoo qui, avant un tremblement de terre, se mettaient à dormir dehors, en dehors de leurs habitations, pour ne pas justement, enfin, ou moins souffrir du tremblement de terre. Ils l'avaient senti donc quelques jours avant. Donc, ils l'avaient senti, ils ont un comportement, et nous faisons la liaison entre tremblement de terre, risque d'effondrement des bâtiments, donc les animaux vont dehors. Les animaux font pas ce type de réflexion. Ils vont aller se mettre à un endroit qui leur semble plus confortable pour eux. Ils vont pas imaginer les catastrophes qui peuvent arriver. Ça, c'est nous qui le faisons. D'accord. Mais alors, dites-moi, docteur Joël Dehaas, est-ce que nous aurions, parce que vous avez fait le parallèle entre ces félins, on parlera des chiens un petit peu plus tard, mais entre les animaux en règle générale et les êtres humains, parce que nous sommes que une race évoluée en quelque sorte, et encore avec des grands guillemets. C'est-à-dire qu'on est évolué dans le sens où on a développé un mental de façon colossale, et on ne croit plus que ce que à quoi on pense. Voilà, c'est très scientiste finalement. Oui, c'est très matériel. Donc je suis, mais les animaux aussi ne pensent pas, ils sont quand même. Et donc moi j'inverserais cette formule et je dirais je suis, donc je pense. Mais si je pense, j'élabore des croyances, j'élabore des illusions, des hallucinations. Et donc ce qui fait que nous entre guillemets toujours, nous élevons dans le côté matériel, dans le côté peut-être spirituel, réflexion ou ce qu'on veut, on a perdu de vue ces capacités qui sont encore en nous puisque nous sommes des animaux. Absolument. On les a perdues parce qu'on doute de ces capacités. On a ces capacités, mais on ne veut plus y croire. Et alors, n'y croyant plus, on les perd. Il y a beaucoup d'enfants qui ont encore énormément ce type de capacité. Et puis on leur dit, mais ça n'est pas possible, tu es en train de rêver, on ne peut pas voir des gens qui sont morts, ça n'est pas possible. Et pourtant. On les éduque et donc on leur forme cette carapace qui les rend imperméables justement à ce genre de sensations. Voilà, on les met dans une boîte de ce qui est tolérable et acceptable par la société pour ne pas venir déranger la société. Et dès lors, ils sont obligés de perdre toutes les capacités différentes. Bon. Docteur Joël Dehaas, une première pause et on se retrouve dans quelques minutes parce que vous avez collecté des histoires absolument surprenantes, notamment de communication télépathique entre êtres humains
et les chats. On parlera des chiens un peu plus tard, avec toujours des histoires tout aussi fascinantes les unes que les autres. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Dans les aventuriers de l'étrange, ce soir sur Sud Radio, nous nous intéressons à nos compagnons de tous les jours, chiens, chats qui vivent avec nous. Ça va d'ailleurs, le discours du docteur Joël Dehaze, qui est notre invité, qui est vétérinaire, qui a écrit 2 livres magnifiques, qui exerce en Belgique, va peut-être vous donner des envies de regarder votre animal de compagnie d'un œil différent, d'être peut-être attentif à lui de manière différente. Docteur Joël Dehaze, je rappelle que vous avez écrit plusieurs livres parce que vous êtes comportementaliste, oui, c'est dur à dire. Vétérinaire comportementaliste. Voilà. Vous avez écrit 2 livres très intéressants, Chat hors du commun aux éditions Le Jour Éditeur et Chien hors du commun chez le même éditeur et même chez Odile Jacob. Un livre sur, cette fois-ci, la psychologie du chat. Vous avez collecté dans ces ouvrages des histoires surprenantes de personnes qui communiquent avec des chats par télépathie. Alors vous, en tant que vétérinaire, et je sais si les études de vétérinaire sont extrêmement difficiles, je suppose qu'on ne vous a pas appris ça à la fac de médecine. Ah non, plutôt à la fac de médecine vétérinaire, c'est plutôt interdit de parler des choses qui ne sont pas scientifiques. Ouais. Donc on se limite à ce qui est scientifique et tout ce qui concerne l'au-delà de la psychologie, ce qui va au-delà de la psychologie, ce qu'on appelle la parapsychologie, voilà. Le terme, peu importe, n'est pas pris en compte et d'ailleurs il vaut mieux ne pas en parler. Oui, sous peine de représailles pour la suite de sa carrière, ça. Visiblement, en Belgique, c'est comme en France, quoi. Ça voilà. ne change pas trop. Bon. Alors, vous avez collecté des histoires surprenantes, disais-je, de personnes qui communiquent par télépathie avec les chats. Alors, ces histoires existent depuis toujours, et puis aux États-Unis, il y a eu toute une série de modes de communicateurs, de personnes qui font de la communication dite intuitive avec les animaux, et puis c'est venu en Europe, hein, vous avez en France, Anna Evans fait ça, elle fait des stages, il y a plein de gens qui commencent à faire ce genre de choses et qui communiquent avec les animaux. En fait, qui pensent communiquer avec les animaux, enfin, je ne sais pas si on arrive réellement à communiquer avec les animaux, mais on reçoit des informations, et c'est très intéressant de se rendre compte que si on se retrouve à une dizaine de personnes autour d'un animal, à peu près la majorité des gens reçoit le même genre d'informations. Ah oui, c'est intéressant, mais... Ah oui, c'est intéressant et on pourrait faire des études scientifiques sur ce sujet parce que on a vraiment une congruence du type d'information reçue. Une congruence, c'est-à-dire que l'animal pense A, on reçoit A, c'est-à-dire que on reçoit le message qu'il a envoyé, quoi. On ne sait pas si on reçoit le message qu'il a envoyé, ni s'il avait l'intention d'envoyer un message, mais on reçoit des mêmes choses. Tous les mêmes choses, voilà. À peu près tous les mêmes choses. Mais sous quelle forme ? On le reçoit sous forme de mots, on le reçoit sous forme de sensations, on le reçoit sous forme d'images, on le reçoit sous forme, par exemple, de visions sombres ou de visions claires, et chacun reçoit des informations que lui peut percevoir, et donc en fonction de soi-même. Ouais. Et ensuite, le gros problème, c'est de décoder. Parce que si vous avez une sensation de sucré avec une image agréable et une sensation lumineuse, qu'est-ce que ça va pouvoir vous donner comme information ? Nous, on va après mettre ça en mots. Et le problème de mettre ça en mots, il vient du décodage et de la traduction d'une information. Donc c'est déjà une interprétation et une déformation de l'information qu'on a reçue, quoi. Absolument, c'est une interprétation. Et suivant la clarté de l'information reçue, on aura des interprétations plus ou moins correctes, c'est-à-dire des informations qui pourront amener à une solution de problème. Par exemple, si un chat a disparu, on va chez un communicateur et le communicateur essaie d'obtenir des informations sur ce chat disparu. Et il y en a c'est un cas réel, le chat est tombé dans un puits et la communicatrice ou le communicateur avait reçu des informations, des images qui ont permis de retrouver le chat dans le puits. Donc ça devient assez intéressant parce que ça devient objectivable. Oui. Là, il y a un fait qui montre qu'il y a un résultat. Absolument. Racontez-nous quelques cas qui vous ont étonné lors de la compilation d'informations pour la rédaction de ces ouvrages. Alors, me souviens-je de toutes ces histoires. C'est des livres qui ont été publiés il y a quelques années, mais qui sont toujours disponibles, hein, je le rappelle. Sur Internet, on les trouve, ou chez votre libraire, vous les commandez. Oui, il n'y a pas de problème pour les retrouver. Le Jour Éditeur, et vous pouvez les avoir. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéressait, moi, c'est de surtout reprendre des anecdotes, mais surtout de voir si, parallèlement à chaque anecdote, on pouvait avoir une expérience scientifique qui venait démontrer la validité de l'anecdote. Parce qu'une anecdote toute seule,
c'est juste une suite de comportements, une Tout à séquence fait. de comportements, ce qui n'a pas toujours beaucoup de sens. Hmm. Et on peut même trouver un millier d'anecdotes du même sens, ça ne donne pas une preuve de quelque chose. Par Ouais. contre, les analyses scientifiques, elles, peuvent être intéressantes. Ouais. Oui, mais quand même, les anecdotes donnent l'existence, au moins avèrent l'existence d'un phénomène sur lequel les scientifiques mériteraient de se pencher. Par exemple, vous avez été vous-même témoin d'une étrange coïncidence. Quelqu'un est venu et vous a apporté un chaton. Oui, Un tous les chaton qui vétérinaires était ont petit. ce genre de choses. Voilà, ouais. On apporte un chat à un vétérinaire généraliste. Le chat, il s'agissait ici d'un chat qui avait un gros problème respiratoire, un problème pulmonaire, infection pulmonaire, pneumonie. On garde le chat en hospitalisation, on fait les soins. Le chat ne va pas mieux. Je demande à la personne de me téléphoner le soir vers 18h. Et à 14h, je vois le chat qui est en train d'étouffer et le chat décède à peu près vers 2h de l'après-midi. Ouais. Or, je demande à la propriétaire de téléphoner à 6h. Le téléphone sonne dans la minute qui suit. La propriétaire me téléphone et me dit « J'ai été prise d'une angoisse, je n'ai pas pu faire autrement que de vous appeler. Ah oui. » Et donc ça c'est un fait que tous les vétérinaires vont rencontrer. Tous les vétérinaires peuvent vous raconter ce genre d'anecdotes. Les gens sont pris d'une angoisse terrible, il y a quelque chose qui se passe, c'est en relation avec un animal, c'est en relation avec une personne, c'est en relation avec un enfant, Ouais. et ils ont cette angoisse et ils doivent agir sur cette angoisse. Et quand ils agissent sur cette angoisse, on a des preuves. On a des preuves qu'il y a bien une corrélation dans le temps entre deux phénomènes, la mort du chat et l'angoisse de sa propriétaire. Ouais. C'est-à-dire que lorsque le chat n'était vraiment pas bien, il a décédé et dans la minute qui a suivi, sa propriétaire vous a passé un coup de fil. Oui, parce qu'elle a ressenti c'est probablement dans le lien d'attachement qu'elle avait avec son chat. Ouais. Elle était, je dirais, sur la même longueur d'onde que son chat, expliquons ça comme ça. Ouais. Et brusquement, il y a quelque chose qui se transmet sur cette longueur d'onde, de l'ordre de l'angoisse, et la propriétaire ressent cette angoisse qui ne lui appartient pas. C'est Elle ça. ressent une angoisse qui vient de l'extérieur, qui vient comme un orage dans un ciel serein, Ouais. et qu'elle ne s'explique pas. Hmm. Et donc, elle va faire une relation. Mon chat est hospitalisé, il allait pas bien, ça doit être le chat. Peut-être parce que je sais plus si elle avait des enfants ou des conjoints, elle n'a pas pensé à autre chose qu'à son chat. Et donc, immédiatement, elle appelle. Eh oui. Et ce genre de corrélation-là, on en a des anecdotes en quantité avec des chats, avec des chiens, avec des propriétaires qui rêvent à leur chat qui est ensanglanté, et puis qui, en pleine nuit, qui se retrouvent le lendemain à voir leur chat écrasé dans la rue. Ouais. Et ils ont eu un rêve prémonitoire ou un rêve qui s'est passé, des images qui se sont passées au moment même où le chat était accidenté. Donc, il y a un vrai lien mental, peut-être pas entre tous les maîtres et leurs animaux, mais en l'occurrence, dans ces anecdotes, qui ne sont, rappelons-le, que des anecdotes, mais quand même troublantes, il y a un lien mental, ou il y a un lien tout court, pour pas donner d'hypothèse particulière, mais il y a un vrai lien qui relie le maître à son animal. Je pense qu'il y a un lien de l'ordre de la vibration, de l'ordre vibratoire, énergétique. Il y a un lien entre tous les maîtres et leurs animaux, de toute façon. Et certains le perçoivent et d'autres ne le perçoivent pas. Mais vous, en tant que vétérinaire, vous en voyez des animaux, beaucoup. Il y a dû se produire ce genre de phénomène entre vous et l'animal souffrant qui vient vous voir. Est-ce qu'il y a une relation particulière qui se produit, qui s'établit comme ça des fois, lorsqu'un animal vient vous voir et qu'il sent que vous allez le soigner ? Ah, il y a ce type de relation, en effet. Alors, ceci encore une fois n'est pas scientifique, mais la plupart des gens qui viennent me voir, et moi je ne fais quasiment plus que du comportement, la plupart des gens qui viennent me voir avec des chats ou des chiens me disent mon animal est bizarre ici, il est étrangement calme. Il est étrangement calme, et même certains chiens à tendance hyperactive sont relativement calmes dans la consultation. Et même certains chiens agressifs se présentent de façon placide et se mettent à jouer. Et tous les gens me disent, mais une grande majorité de gens me disent, l'animal est si calme ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous leur faites? Moi, je ne sais pas si c'est lié à moi, si c'est lié au contexte, si c'est lié à l'environnement qui est soigné pour que tout soit bien pour l'animal. Donc, c'est l'ensemble de ce contexte qui fait que l'animal est comme cool, apaisé, n'a pas besoin d'avoir une surexcitation. Et donc, peut-être aussi le fait que moi, je ne suis pas dans cet état de surexcitation et qu'il peut rentrer dans un univers où il est accepté et respecté. Là, à ce moment-là, c'est un rapport animal. C'est un rapport... D'animal à animal, je dirais. Enfin, de vous à l'animal, mais d'animal à animal, quoi.
de mon animalité à l'animal, absolument. Ouais, tout à fait. Mais alors, juste avant de passer à une autre séquence de notre émission, les animaux sont comme les êtres humains. Il y en a de doués, de moins doués, absolument. D'intelligents, d'idiots, de joueurs, d'acariâtres. Absolument. Donc on a chez les animaux qui nous accompagnent. Oui. Les animaux domestiques, particulièrement le chien et le chat, qui nous accompagnent depuis des milliers d'années et qu'on a façonnés avec des intentions particulières pour pouvoir vivre avec eux, pour pouvoir obtenir d'eux plein de choses bénéfiques pour l'espèce humaine. Chez eux, on retrouve absolument des grandes variabilités au niveau des émotions, au niveau des humeurs, au niveau de l'intelligence. Et on a bien des chiens ou des chats qui sont complètement idiots et d'autres qui sont très intelligents. Oui, comme chez les êtres humains. Comme chez les êtres humains. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça veut dire que chacun a sa place et doit être respecté, reconnu et aimé comme tel. Chacun a vraiment son expression, je dirais, divine, entre guillemets, à réaliser sur cette terre. Ah, vous allez loin, effectivement. Ben oui. Oui. Je pense qu'il y a une étincelle d'univers en chacun de nous, que ce soit humain ou que ce soit animaux. Bien. Docteur Joël Dehaas, une pause et on va se retrouver dans quelques instants pour que vous nous évoquiez Béatrice Liedecker, que vous citez dans votre livre, qui est quelqu'un qui a visiblement, je ne sais pas si elle est encore en vie, qui a visiblement qui avait la capacité de communiquer avec les chats. Et on va parler également des chats qui retrouvent leur maître ou leur lieu d'habitation à des centaines de kilomètres. Et ensuite on parlera des chiens. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Dans les aventuriers de l'étrange, ce soir sur Sud Radio, nous abordons un domaine pas très connu, mais somme toute dont beaucoup de gens ont comme ça une appréhension particulière, surtout si on a un chat ou un chien à la maison ou un animal de compagnie. On s'aperçoit qu'il y a des fois des relations étranges qui s'établissent entre nous et notre animal de compagnie. Le docteur Joël Dehaas est avec nous, il est vétérinaire comportementaliste. Il exerce en Belgique, auteur de plusieurs livres sur ce domaine, notamment sur les phénomènes paranormaux que peuvent produire ou vivre les animaux. Docteur Joël Dehaas, est-ce que vous avez eu quand même quelques réticences à écrire ces livres sur les phénomènes paranormaux que vivent nos animaux de compagnie? Parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, qui dit phénomènes paranormaux ou un scientifique qui se penche sur ces domaines, danger par rapport aux tenants de la science. Alors, c'est vrai que moi je suis vétérinaire, donc je suis un scientifique, j'écris sur le comportement, j'écris pas que des livres sur la parapsychologie, j'écris beaucoup sur la psychologie, et j'ai une crédibilité scientifique de ce côté-là. Alors, écrire ces bouquins, ça m'a pris 10 ans de réflexion. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Il y a quand même énormément de recherches scientifiques dans le domaine. Elles ont été faites par la NASA, par la CIA, par le KGB. Elles ont été faites, des recherches scientifiques sur le paranormal sont faites et de plus en plus maintenant. La physique quantique va, je dirais, déboucher dans le paranormal parce qu'il y a des choses qui se passent, qui sont de l'ordre de la bilocation des particules, qui sont des choses extraordinaires qui se passent de ce côté-là. Et donc, l'animal, il y avait plein d'anecdotes et il y avait aussi plein de recherches scientifiques qui n'étaient pas publiées dans les journaux, je dirais orthodoxes, mais qui étaient publiées quand même avec des analyses statistiques qui démontraient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc j'ai collectionné, j'ai collecté, j'ai écrit, finalement j'ai publié, mais ça m'a pris facilement 10 ans avant d'oser. Ouais. Et alors, parlez-nous, comme je l'avais dit précédemment, de Béatrice Liedecker. Comment êtes-vous tombé sur elle d'abord? Par des publications? Je suis tombé sur des bouquins de communicateurs aux États-Unis et au Canada, des bouquins de gens qui faisaient de la communication avec les animaux. Et comme je disais, Anna Evans fait la même chose en France, elle fait des séminaires. C'est très intéressant de voir ce qu'on peut faire soi-même, un profane, je dirais pas un scientifique, avec ces animaux. Alors Béatrice Liedecker, elle a écrit un petit bouquin dans lequel j'ai retrouvé des informations, et elle est communicatrice, et elle donne des informations extrêmement précises. Elle reçoit bien des informations de type non verbal qu'elle transforme en informations verbales. C'est-à-dire qu'elle peut comprendre ce que lui dit un chat. Elle dit ça, en effet. Voilà. Et donc, elle écrit dans son bouquin, elle se met à la place d'un chat. Un chat, c'est Willy, un Maine Coon qui
qui ne se lave pas le pelage, parce que le pelage est plein de poussière, et elle dit, bien sûr, je sais, je n'y changerai rien, je n'aime pas le goût de la poussière. C'est le chat qui parle. Ouais. Et de temps en temps, je me lave juste pour pratiquer, mais la plupart du temps, je ne m'en soucie pas. C'est assez difficile de rester propre à la campagne de toute façon. Alors, ça, c'est des phrases C'est de extraordinaire. Lidecker. Est-ce que le chat va dire ça, ou est-ce que le chat va même penser ça? C'est possible. Ouais, Moi, je reste ouvert à ce genre de choses. Et ce chat d'ailleurs parle de son rapport avec ses proies, avec les rats qu'il a chassés, C'est ça. avec l'autre chat qui est un peu plus faible mais qu'il protège parce que les chiens viennent le taquiner. Voilà, et donc il dit, quand mes propriétaires avaient des poules, j'ai attrapé quelques rats chaque jour, quand ils venaient à la grange pour manger le grain. Pendant un temps, quelque chose venait vider les œufs dans le poulailler, et j'ai décidé de trouver l'animal et de le tuer. J'ai attendu derrière le coin, près de l'entrée du poulailler, j'ai senti l'animal s'approcher, il avait une odeur très musquée, différente de celle des rats. Et il s'agissait d'une énorme belette blanche. Alors, c'est le chat qui raconte tout ça à Béatrice, qui nous le raconte. Alors, c'est évidemment très croustillant, mais le chat continue, je ne mange pas mes proies, parce que ma propriétaire me nourrit d'aliments en boîte qui ont meilleur goût que le rat. L'excitation est dans la chasse, j'adore me montrer plus intelligent que les autres animaux. Alors tout ça, ça a du sens. Parce qu'en fait, c'est vrai que si le chat mange des boîtes, ben, il a plus envie de manger du rat. Par contre, le comportement de chasse, il est toujours là, l'instinct il est toujours là, et le chat est excité par quelque chose en mouvement, et il va tuer les rats, il va tuer les souris, il va pas les manger, parce que pour lui, ça ne se mange plus. Mais ce qu'il y a de surprenant, parce que j'ai lu votre livre, et à aucun moment Béatrice Lidecker dit par exemple que le chat est surpris qu'elle puisse comprendre ce qu'il dit, par exemple. En effet, je pense qu'il n'y a aucun animal qui est surpris qu'on puisse comprendre ce qu'ils disent, ils sont surtout surpris qu'on ne les comprenne pas. C'est étonnant, ça. Parce que, franchement, un chat me parlerait, mais tu comprends ce que je dis? Ce serait surprenant. Et eux, non. Visiblement, non. Absolument. Je pense que, d'ailleurs, toutes les communications qu'on peut faire avec les animaux ne sont pas tout à fait surpris qu'on puisse les comprendre. Ils sont enfin contents et satisfaits que quelqu'un fasse attention aux émissions d'images, aux émissions de sensations qu'il produit. Et alors, venons-en à une autre caractéristique des chats, et même des chiens d'ailleurs. On en entend parler régulièrement dans les journaux, ça fait même des fois la une des journaux télévisés, des chats qui retrouvent leur maître ou le lieu d'habitation, mais à des centaines de kilomètres. Ah oui. Alors ça, c'est évidemment fait le sujet de nombreuses études, parce que là, c'est très intéressant. Le plus intéressant, c'est de se rendre compte que depuis qu'on tatoue et qu'on identifie les chats et les chiens avec des puces électroniques, on n'a plus de cas. Alors tous ces cas-là existaient avant l'identification. Et donc ça pose un gros problème de savoir que les chats ont un sens de l'orientation, les chiens aussi. Alors ils ont un sens de l'orientation qui leur permet de rentrer chez eux. C'est normal, puisque dans la nature, ils font des kilomètres tous les jours pour aller chasser, ils doivent bien rentrer chez eux quelque part. Le chat est un animal territorial, il a un chez lui. Même si le matou, par exemple, est beaucoup plus nomade que la chatte, et qui fait des kilomètres et qu'il vit sur des dizaines d'hectares, voire des centaines d'hectares, il rentre quand même dans un chez lui, il a des repères pour retrouver son chez lui. Le chien, lui, est beaucoup plus nomade que le chat. Ah bon? Et donc il peut le faire des centaines de kilomètres. Le loup peut faire des centaines de kilomètres pour aller d'un territoire à l'autre. Et donc il reconnaît ces territoires. Donc il est capable d'engranger des informations sur des centaines de kilomètres d'informations dans les mêmes forêts, dans les mêmes lacs. Je dirais que c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et donc les scientifiques ont fait des recherches à l'Institut Rhine aux États-Unis. Ils ont fait des recherches et décidé qu'on mettait à 30 miles, à 50 kilomètres, la distance qu'on reconnaissait normale pour que le chien ou que le chat rentre chez lui. Pour un chat, c'est beaucoup, 50 kilomètres. Moi, je dirais que 5 à 10 kilomètres, c'est tout à fait normal. Au-delà de 10 kilomètres, ça devient déjà assez hors du commun. Peut-être pas paranormal, mais hors du commun. Pour le chien, 50 kilomètres, ça me semble tout à fait valable. Et puis, quand on fait ces études et qu'on essaie de déterminer qu'on est bien sur le même chat, qu'il a bien les mêmes couleurs, qu'il a bien les mêmes si c'est bien éléments, lui, je dirais, morphologiques, parce que la plupart des anecdotes, elles datent de 50 ans ou de 100 ans, et donc on avait des couleurs de chat, on avait une tache de cambouis sur un chat blanc. Oui, mais combien de chats blancs n'ont pas une tache de cambouis sur le bas du dos à aller sous les voitures? Donc, une fois qu'on a ce genre d'analyse, on se rend compte qu'on n'a plus qu'une petite douzaine, une petite demi-douzaine de cas sur des dizaines d'années. Et donc, ça devient des cas extrêmement rares et très difficiles, je
je dirais, de faire de la science avec ce genre de cas-là. Ouais. Alors, plus intéressant se retrouve, non pas le chat qui rentre chez lui, mais le chat qui va rejoindre ses propriétaires à des centaines de kilomètres. Parce Dans qu'ils un ont endroit changé tout à fait ouais. inconnu. Ouais. Ouais. Ce qu'on appelle le pistage psy, à savoir le chat va à la découverte du monde et il retrouve ses propriétaires. Alors, ce nombre de cas-là est encore plus réduit et on a quelques cas chez les chiens, beaucoup plus que chez les chats. Et il y a un chien dont le trajet était suivi par un journaliste aux États-Unis et le journaliste a refait le trajet du chien, il s'est arrêté dans tous les villages, il a interrogé les gens et on a pu retracer toute la cartographie, je dirais, du trajet du chien pour se rendre compte que oui, ce Border Collie avait fait des centaines de kilomètres pour retrouver ses propriétés. Sans savoir où ils étaient au départ. Sans savoir où ils étaient. Il y a une expérience qui a été faite par un Allemand qui a pris des chats dans une ville en Allemagne et puis qui les a pris dans un sac, qui a fait des tours dans la ville avec le chat ne pouvant rien voir dans une camionnette et puis il les a mis dans un laboratoire. Et au milieu de ce laboratoire, il y a une pièce et dans cette pièce, il y a un espèce de labyrinthe avec des portes, je dirais 8 portes. Et chacune des portes se dirige dans une direction particulière, vers le nord, vers le sud, l'est ou l'ouest, le nord-ouest, etc. Ouais. Et donc il note la porte que le chat va prendre en fonction du lieu de résidence du chat. Ouais. Et étonnamment, le chat a tendance à se diriger en direction directe vers son endroit d'habitation. Comme s'il avait une boussole comme ça qui lui donnait l'azimut de direction, directement. Voilà. Comme s'il avait une boussole quelque part, comme s'il avait quelque chose qui lui disait la direction à prendre. Et à ce moment-là, ça devient intéressant. Mais je pense pas que cette expérience scientifique, je dirais, entre guillemets, a été répétée, mais ça vaudrait la peine qu'elle soit répétée. Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez les oiseaux. Les oiseaux migrateurs ont bien cette capacité de s'orienter. Les pigeons voyageurs et les concours qu'il y a avec les pigeons. Ouais. Alors pourquoi pas le chat, pourquoi pas le chien? C'est des expériences qu'on pourrait refaire relativement facilement et qui permettraient de donner un petit peu de validité aux anecdotes que l'on retrouve régulièrement dans la presse. Alors, il y a eu une anecdote, je pense, dans un journal à sensation il y a quelques années avec un chat. On m'avait demandé d'analyser si c'était le même chat, mais aux photos du chat avant et après, c'était évident que c'était pas le même. Même si ce chat se comportait de la même façon avec les enfants de la maison. C'est étonnant ça, ouais. D'accord, là il peut peut-être y avoir un autre problème mais plus intéressant, comme chez les humains qui prennent la place d'un autre en se disant je vais me calquer au même, je vais rentrer dans ses chaussons comme on dit pour donner le change quoi finalement. Voilà. Mais ça c'est un autre problème. Voilà, un des critères de reconnaissance d'un de ces chats aux États-Unis était le fait que le chat venait se mettre sur l'épaule droite de la personne quand elle jouait du piano. Ouais. Alors on s'imagine qu'il n'y a pas deux chats qui vont faire ça. Eh bien pourtant si, c'est pas exclu que deux chats fassent la même chose. Très bien. Alors laissons là l'univers des chats sur lesquels il y aura encore plein de choses à dire, mais rentrons dans l'univers des chiens puisque vous avez écrit un livre sur les chats, donc chats hors du commun, et un livre sur les chiens qui s'intitule pareil, Chiens hors du commun. Absolument. Toujours aux éditions Le Jour éditeur. Alors, je vais vous poser la même question que je vous avais posée en début d'émission sur les chats. C'est quoi être un chien dans sa tête? Et là, c'est radicalement différent du chat, j'imagine. Ben a priori, ça doit être radicalement différent parce que d'une part, un chien, c'est pas un loup. Et un loup, on pourrait se dire dans sa tête, un loup, ça peut ressembler à un chat dans le sens où il est libre. Mais un chien, ça n'a plus sa liberté. D'ailleurs, si un chien joue à la liberté, s'il s'en va, s'il déménage, on ne l'aime plus. On aime le chien quand il n'est pas libre. On aime le chien attaché. On aime le chien dépendant. Et donc, si je me mets dans la peau d'un chien, je vais me mettre dans la peau d'un individu qui est dépendant, qui ne sait pas quoi faire, ou qui va devoir inventer des trucs à faire, mais qui aime bien qu'on lui dise quoi faire, qu'on le guide dans la vie, et qui va se retrouver dans cet état de dépendance sur un état de guidance. On est diamétralement opposé par rapport au chat. Totalement. Totalement, c'est ce qui fait aussi que les gens qui aiment les chiens n'aiment pas toujours les chats et qu'il y a des oppositions entre les chiens et les chats. C'est des oppositions philosophiques, c'est des oppositions anthropomorphiques, anthropomimétiques, dans le sens où on aime la liberté, où on aime l'autorité et la dépendance à l'autorité. Donc un chien dans sa tête, dans les grandes lignes évidemment, on ne saurait donner des généralités, mais là, en règle générale, c'est plutôt ça, quoi. C'est plutôt ça, et c'est un individu qui n'a pas de sécurité. Il a besoin
de la sécurité de l'extérieur, où il va faire semblant qu'il est sûr de lui et se montrer très agressif pour donner le change. Mais en fait, à l'intérieur, il y a une grande anxiété. Ouais. Il a besoin d'un chef de meute, comme chez les loups, en fait. Il a peut-être pas besoin d'un chef de meute dans le sens de quelqu'un qui prend des décisions pour lui. Il a besoin d'un guide qui lui dise quoi faire. Ouais. Parce qu'on a beaucoup trop insisté sur l'aspect chef de meute, parce que nous sommes dans une civilisation hiérarchisée, dans laquelle on se retrouve dans des systèmes d'autorité, la loi, la politique, l'autorité, etc. Donc on est obligé, nous, de se soumettre sans arrêt. Et on essaie d'inclure le chien dans un système du même type, dans lequel on va récupérer de l'autorité en soumettant le chien. Ce qu'on ne peut pas faire avec le chat. Et le chien, il accepte assez facilement ce genre de procédure. Mais c'est pas pour autant que ce processus soit vrai et nécessaire. Alors, dans votre livre, vous n'en avez pas parlé pour les chats du reste, mais vous avez abordé ce dossier avec les chiens, le dossier du poltergeist qu'on a évoqué avec notamment Van Lucadou, qui est un scientifique allemand, peut-être le connaissez-vous, qui a des travaux extraordinaires à Fribourg en Allemagne sur des études de cas de poltergeist. Vraiment très intéressant, je vous le recommande. Et là, suivant pas mal d'anecdotes que vous avez compilées, de dossiers que vous avez fouillés, les chiens ont l'air d'avoir la capacité, alors, de voir ou de sentir, j'allais dire les fantômes, mais c'est pas exactement ça, parce que quand il y a des gens, toujours selon les anecdotes que vous avez compilées, il n'y a pas de preuves scientifiques dans ce domaine, des gens qui ont la capacité de vivre des sorties hors du corps, vous savez. Oui. On a l'impression que le chien voit ça, voit cette projection et fait la différence entre la chose qui est sortie du corps et le corps lui-même. Et là, il y a une expérience scientifique qui a été faite aux États-Unis avec Harari, un gars qui se disait capable de sortir hors de son corps et qui avait un chat. Et on a mis son chat dans une surface isolée avec un dallage noir et blanc, un dallage qui s'était filmé, et on pouvait voir le chat errer dans cette pièce et calculer le nombre de dalles faites marcher par minute. Et quand Harari a fait cette sortie hors corps, on lui avait proposé d'aller voir ce chat. Au moment même, le chat a marché beaucoup moins. Donc c'était comme s'il était calmé par la présence de quelqu'un, comme s'il pouvait ressentir la présence de quelqu'un. Et donc cette expérience-là a été répétée plusieurs fois avec des résultats statistiquement significatifs. Ça, c'est intéressant. Ça démontre d'abord que le chat est capable de percevoir des choses, et d'autre part, que la personne qui fait un voyage hors corps a bien une sortie de quelque chose de lui-même pour aller dans une autre pièce, dans l'espace. Et donc les chiens, dans la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, il y a eu pas mal de publications dans les journaux, je dirais, parapsychologiques, sur toute une série d'expériences ou d'anecdotes avec des chiens. Mais plus on s'oriente vers la fin du 20e siècle, moins ce nombre d'anecdotes est important. Mais on retrouve quand même des anecdotes en 1984, en 1970, et on retrouve des anecdotes qui peuvent être assez intéressantes, où on a des cas de poltergeist, où on a des cas de fantômes, où on a des choses, des gens qui perçoivent, des gens et des animaux qui perçoivent quelque chose en même temps. Est-ce qu'ils perçoivent la même chose? Je ne sais pas. Et puis les vétérinaires sont toujours confrontés à des situations où on vous raconte, et moi on m'a raconté l'histoire, et je dirais que c'est une des choses qui m'intéresse d'ailleurs dans le comportement, c'est qu'on me raconte l'histoire d'un chien, par exemple un boxer ou un labrador, qui regarde le mur comme s'il y avait quelque chose. Et les yeux se déplacent comme si cette quelque chose bougeait dans la pièce. D'accord, alors qu'il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien de perceptible pour les humains, qu'il n'y a rien de perceptible pour des instruments de mesure. Donc on ne peut rien photographier, on ne peut rien voir. Voilà. Et que le chien n'est pas fou. Enfin, il est sain, il est normal. La question, elle est là. Est-ce que le chien est fou ou est-ce qu'il n'est pas fou? Le chien n'est pas schizophrène parce qu'il n'a pas d'autres signes de schizophrénie. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir, lui, une hallucination? Est-ce qu'il ne peut pas avoir une perception bizarre? Alors, quand ça arrive, je dirais, c'est arrivé à un chien boxer, il voyait des choses bouger dans la pièce et c'était suite
au décès d'une personne de la famille. Et donc on met toujours en corrélation les deux événements et on se dit tiens, ce chien voit le fantôme de la personne. Ouais. Donc ça a duré quelques semaines et puis c'est parti. Donc le chien n'a pas eu de traitement et la chose qu'il voyait a disparu. Mais dans d'autres cas, on a des chiens qui voient ça de façon tout à fait régulière, ils voient des choses sur les murs et puis on a bien une pathologie, je dirais, physique ou une pathologie de type hallucinatoire. Chez ce chien, on fait des traitements et les visions disparaissent. Oui, donc là, il y a une pathologie et une maladie, on traite, d'accord. Mais quand on voit l'expérience ou l'observation pour la première fois, c'est difficile de dire si le chien souffre d'une pathologie hallucinatoire ou s'il a bien la vision de quelque chose. Mais alors, quand on a une corrélation entre une réaction comportementale du chien et des bruits dans une maison, là, on se dit, tiens, et que le chien anticipe, et là, j'ai eu ça avec un chat, une dame qui avait des bruits dans sa maison, et le chien et le chat réagissaient de façon violente avant les bruits et pendant les bruits. C'est-à-dire qu'il les sentait venir avant même qu'ils ne se produisent. Il les sentait venir, absolument. Il les sentait venir. Alors maintenant, s'agissait-il d'un cas de poltergeist Oui. C'est difficile à dire. Le champ d'investigation reste encore immense, hein. Dans ce domaine-là, oui, parce que la science n'a pas voulu toucher à ça. Ouais. Et la science va y toucher progressivement parce que les phénomènes de type vibratoire sont de plus en plus intéressants. Comme je disais, la physique quantique commence à y toucher. Vous avez un bouquin qui est très intéressant qui s'appelle The Field par Lynn McTaggart qui reprend toute une série d'expériences de ce style-là. The Field, c'est en fait le champ au degré zéro absolu. Il reste quelque chose de l'ordre du vibratoire. Alors qu'on pensait qu'il n'y avait plus rien, mais il reste quelque chose. Et ce quelque chose n'est-il pas ce champ qui nous unit tous, je dirais, à l'univers. Ça, c'est une des hypothèses. Bien. Docteur Joël Dehaas, une pause et ensuite on va continuer notre discussion. On l'a un petit peu évoqué, on a entrouvert la porte, c'est la mort du maître ou de leur maître et la réaction des animaux. C'est un rapport assez étrange et je suis sûr que ceux et celles qui nous écoutent ont plein d'anecdotes d'ailleurs à ce sujet. S'ils veulent nous appeler 0826 300 300, qu'ils nous laissent leur témoignage sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange et on refera une émission sur leur témoignage. Et d'ailleurs, je me permettrai de vous réinviter à ce moment-là pour que vous puissiez apporter éventuellement quelques éléments de réponse. Une pause et on parle du rapport à la mort des animaux avec la mort de leur maître. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, dans les aventuriers de l'étrange, je ne sais pas vous, mais moi je passe une soirée absolument exceptionnelle en compagnie du vétérinaire, le docteur Joël Dehaas, qui est comportementaliste pour les animaux et également pour les humains, j'allais dire. J'allais préciser pour les animaux, mais ça touche aussi les humains. Absolument, ça touche tous les systèmes familiaux. Il faut soigner le maître et aussi le chien ou le chat, les 3/4 du temps, j'imagine. Vous avez publié nombreux ouvrages à ce propos. Je rappelle ceux qui nous intéressent, Chat hors du commun aux éditions Le Jour Éditeur et chez le même éditeur Chien hors du commun et également La psychologie du chat aux éditions Odile Jacob. Ces livres évidemment sont facilement trouvables chez votre libraire préféré. S'ils ne sont pas rayons, vous les commandez, vous les aurez de suite. Docteur, oui. Les chiens ou les chats et la mort de leur maître. Là, il y a objectivement, ce n'est plus de l'ordre de l'hypothèse, il y a quand même des rapports étranges. Il y a des rapports étranges et puis j'ai été mis en contact avec ça, notamment en 1988. Je reçois un appel téléphonique, une dame d'une ville voisine qui s'inquiète parce que depuis 2 semaines, son chien fuit la maison, se débat d'ailleurs si on veut le retenir, et il s'en va au cimetière sur la tombe du mari décédé depuis quelques semaines. Elle me demande pourquoi le chien fait ça. Alors moi, la question, c'est pas pourquoi il fait ça, mais d'abord, c'est comment est-ce qu'il a trouvé où était le cimetière, comment est-ce qu'il a trouvé où était la tombe, pourquoi est-ce qu'il va sur la tombe alors qu'il n'était pas présent au moment de l'enterrement. D'accord. Et puis, quel est le lien qui le relie à ça? Et ce type d'anecdote, vous en retrouvez dans tous les pays. Ah oui, oui. Vous les retrouvez partout. Le chien va sur la tombe de son maître. Maître ou maîtresse, ou dans certains cas, il va sur la tombe d'un autre animal avec lequel il avait un attachement particulier. Ah bon? Aussi. Et qu'est-ce qui relie en fait ce chien à cette personne au-delà de la mort? Parce que finalement, c'est pas une relation par rapport au corps physique, mais il doit rester quelque chose de l'ordre du vibratoire qui attire le chien à un endroit très particulier.
Il y a certains chiens, ils n'ont jamais été au cimetière, ils retrouvent le cimetière, ils n'ont jamais été sur la tombe. Il y a des centaines de tombes, des milliers de tombes, ils retrouvent la tombe. Alors bien sûr, les capacités sensorielles du chien lui permettent de flairer, de renifler, d'aller retrouver la tombe dans les jours qui suivent l'inhumation. Mais à travers une ville où il y a tant d'odeurs, où il y a tant de circulation, tout se dilue, ça j'imagine. devient hors du commun. Je ne dirais pas que c'est paranormal, mais ça devient hors du commun, parce que tous les chiens ne le font pas. Il y a quelques chiens de temps en temps qui font ce comportement, et c'est suffisamment étrange et intéressant que pour être hors norme. Ouais. Vous avez également dans le livre Chat hors du commun raconté une anecdote qui avait été rapportée d'un chat qui est allé sur la tombe de son maître décédé également, qui l'a retrouvé. Oui, absolument. Donc ça c'est encore plus rare chez le chat parce que le chat peut difficilement faire plusieurs kilomètres pour se diriger à travers ville sur un endroit particulier, mais on le retrouve beaucoup plus souvent chez le chien. Et partout dans le monde, vous avez des anecdotes qui se retrouvent, je dirais, au Japon, vous avez des anecdotes qui se retrouvent aux États-Unis. Oui. Il y a le chien japonais Hachi, qui venait retrouver son propriétaire à la gare tous les jours à 5 heures l'après-midi. Un jour, c'est la tragédie, le maître ne se montre pas, et le chien l'a attendu. Il rentre à la maison, le lendemain à 5 heures, il est là de nouveau, et il est venu retrouver à la gare son propriétaire tous les jours pendant 10 ans. Il est revenu au même endroit à 5 heures de l'après-midi à la gare pendant 10 ans. Il a déjà été remarqué par tout le monde. Il y a d'ailleurs, je pense, on lui a élevé une statue à cet endroit-là. Ouais. Alors que le maître ne revenait plus. Le chien est revenu à cet endroit-là jusqu'à sa propre mort. C'est quand même extraordinaire. Je pense que là, il n'y a rien de paranormal en revanche. Il n'y a rien de paranormal. Une espèce d'affectivité énorme, enfin, voilà. de fidélité. Ça, c'est l'exemple même de ce que les gens attendent chez le chien. Oui. Ils attendent une fidélité jusqu'à la mort. Mais en revanche, j'ai lu pas mal de relations pour continuer sur ce domaine étrange du rapport entre la mort et l'animal. Je me souviens par exemple d'une anecdote que vous racontez. Un Anglais qui avait un très beau chien de chasse part à la guerre des Indes. Bon, ou au Japon, je me rappelle plus. Bref, il part dans une colonie, enrôlé dans l'armée, et il confie le chien à son meilleur ami. Il part, et donc il lui dit quand je reviendrai, prends-en soin, quand je reviendrai, je le reprendrai. Et une nuit, l'ami donc est réveillé par ce chien qui hurle à la mort pendant 3 jours de suite, qui est inconsolable. Et 1 semaine après, il reçoit ce qu'on appelait un câble à cette époque. Oui. Annonçant que son maître, à des milliers de kilomètres de là, avait connu la mort lors d'une bataille. Voilà. Et ce genre d'anecdote-là, on le retrouve également de façon extrêmement fréquente, où le chien est chez des amis, le chien se met à hurler à la mort, le chien a une crise d'hystérie ou de panique ou de quoi que ce soit. Bref, le comportement est suffisamment notable que pour être remarqué par les gens qui gardent le chien. Et puis on se rend compte qu'au moment même, le propriétaire a eu un accident, le propriétaire est décédé, l'être d'attachement en fait a eu un phénomène de crise psychologique ou physique et qui a eu un phénomène d'atteinte sur sa vie. Ouais. Et on a le phénomène inverse aussi parce que on a des gens qui se réveillent d'angoisse, qu'on a vu avec le chat, mais on a des gens qui rêvent d'accidents de leur chien et puis qui se rendent compte que le lendemain ils avaient raison, que c'était un rêve qui était en fait une perception d'image ou une perception d'information qui venait de l'animal qui avait un accident. Ouais. D'ailleurs, vous avez vous-même vécu ce genre d'expérience. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quelqu'un vous a donné un chat que vous avez gardé chez vous, que vous avez élevé, et ensuite il a eu une méningite. Vous vous en souvenez ? Je me souviens plus de cette histoire. Il a eu une méningite très grave, donc vous avez été obligé de lui mettre de la glace, je crois, il me semble, de lui bander la tête. Et le lendemain, c'était 1 an après, la personne qui vous l'avait donné a appelé en disant vous allez me trouver quand même un petit peu léger parce que je n'ai pas pris de nouvelles de mon animal depuis fort longtemps. Mais ma femme, cette nuit, a rêvé de ce chat qui essayait désespérément de grimper le long de l'immeuble pour venir nous rejoindre, sans y parvenir, et ce rêve l'a angoissé, et donc je vous appelle pour avoir des nouvelles du chat, et au matin même, le chat était décédé chez vous. Eh ben voilà une anecdote dont je ne me souvenais plus, j'étais écrit quelque part. C'est pour ça que le bouquin, il faut le lire, je le dis à celles qui nous écoutent. Non, mais ça fait longtemps, ça fait quelques années que vous l'avez fait. Non mais voilà, c'est pour dire que vraiment il y a ce lien étonnant quand même.
Et Il y a là, ce c'est lien du étonnant. paranormal. Là, on peut pas dire que ce soit quelque chose de... C'est quand même tout à fait paranormal, ça. Ah, mais c'est tout à fait en dehors de la norme, ça c'est certain. Oui. Mais en dehors de la norme, il faut voir ce que les gens acceptent comme norme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du paranormal et qui font très peur à tout le monde et dont on ne veut pas parler. Oui. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas. Or, il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de choses. Et comme vous disiez en début d'émission, ce serait intéressant si les gens regardaient leur animal avec un autre regard. Parce une fois qu'ils ont un autre regard, une fois qu'ils savent que c'est possible, ils vont voir des choses. Et là, il y a une vraie communication, enfin encore plus profonde, qui peut s'établir. Oui. Il faut bien se rendre compte qu'on ne voit que ce qu'on est capable de voir, et on va se mettre des limitations mentales à ce qu'on est capable de voir. C'est comme la physique quantique, on va voir la particule là où on attend, et chaque physicien va la voir à un autre endroit, là où il l'attend. Donc on ne crée le monde, on crée le monde tel qu'on s'attend à le voir. Ouais, c'est très bouddhiste, ça. C'est très bouddhiste, mais c'est très vrai, parce qu'une fois que les gens savent que leur chien est intelligent, ils développent l'intelligence de leur chien. La plupart des chiens connaissent 5 ou 6 codes, mais le chien peut connaître 300 codes. Facilement. Donc, une fois qu'on le sait, on va développer ça, on va aller voir. Mais mon chien est-il capable de reconnaître la girafe de son rhinocéros en peluche? Mais où? Docteur, est-ce que vous vous rappelez de cette expérience entre le maître qui était chasseur et son chien qui ont été isolés dans 2 pièces insonorisées? Voilà, ça c'est une expérience dont je Ça me aussi, souviens hein. un tout petit peu. Là, il y a quand même... Et là, il y a recherche scientifique, parce Ouais. qu'on va mettre des caméras sur le maître qui a une carabine et un fusil qui doit tirer sur une image de proie, d'un oiseau ou d'un cerf, je ne sais pas. Ouais. Et d'autre part, on a mis son chien, un beagle, je pense, dans une pièce insonorisée, très loin de l'autre pièce. Donc, il n'y a absolument aucun contact physique entre les 2 pièces, aucun contact sensoriel entre les 2 pièces. Il y a juste des caméras qui filment les 2 en même temps et les chronomètres. Et quand on demande au maître qui va régulièrement chasser avec son chien, donc le chien, on sait qu'il va s'exciter quand le maître tire sur une proie, parce qu'il sait qu'il va pouvoir courir, rechercher la proie. Ouais. Et donc, on demande au maître de tirer sur une image, le maître s'exécute, et au même moment, son chien s'excite de l'autre côté. Alors qu'il n'a rien entendu, qu'il n'a rien vu, et qu'il n'y a aucun élément de changement dans son univers physique. C'est donc bien dans un autre univers que quelque chose se passe, et qu'il ressent l'excitation de son maître, et qu'il s'excite lui-même sur le fait qu'il y a une proie à aller rechercher. Ça laisse pantoise, d'autant que c'est une expérience qui a été réalisée de manière scientifique avec des scientifiques et un protocole expérimental précis. Absolument. Et on se met également dans d'autres types de conditions, je dirais, on sépare une femme et son chien, et on demande à une personne, donc ils sont tous les 2 séparés, chronomètre, caméra, etc., isolation complète des 2 individus. Ouais. Et on demande à une personne de rentrer, rencontrer la femme, et on demande à cet acteur de venir menacer la femme, et la femme n'est pas du tout informée de ça, et donc la femme s'angoisse, qu'est-ce que ce gars me veut, et ce gars menace de la frapper. En même temps, au même moment, le chien commence à s'exciter de l'autre côté, et le rythme cardiaque du chien que l'on enregistre s'accélère. Il sent donc par on ne sait quel canal que sa maîtresse est en danger. Alors on ne sait pas s'il sent qu'elle est en danger, tout ce qu'on sait c'est que son rythme cardiaque s'accélère et qu'on n'a aucune raison physiologique dans son environnement physique pour l'expliquer. Donc on met les 2 phénomènes en corrélation. Et si on arrive à les mettre en corrélation, très souvent on va dire qu'on a une preuve statistique. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce qui se passe, mais ça veut dire qu'on peut prévoir qu'il va y avoir une relation sentimentale, je dirais émotionnelle chez le chien, en corrélation avec une angoisse de la propriétaire. Mais donc, à vous entendre, les animaux pourraient nous servir de base d'expérimentation, sans qu'aucun mal ne leur soit fait, bien entendu, mais pour essayer de nous comprendre et peut-être ouvrir des portes à la compréhension du monde paranormal qui nous échappe. Ah, bien sûr. On utilise déjà les chiens pour détecter l'aura d'une crise d'épilepsie chez son propriétaire. C'est-à-dire donc le propriétaire va avoir une crise d'épilepsie. Il y a des signes prémonitoires à cette crise d'épilepsie, parfois des tremblements, parfois une sensation de chaleur ou de fraîcheur. Il y a des signes prémonitoires que parfois le propriétaire ne perçoit pas, mais que le chien peut percevoir. Et donc on a maintenant toute une série de chiens en entraînement pour les propriétaires épileptiques et qui vont pouvoir détecter l'arrivée d'une crise d'épilepsie et permettre à ce propriétaire de prendre un médicament pour éviter la crise.
Extraordinaire. Alors ça, c'est de l'ordre du physiologique. Oui, oui, mais oui. c'est pas normal non plus. Donc c'est pas assez ordinaire que pour Ouais. faire dans le normal. Et donc ça reste actuellement dans le près du paranormal, entre le normal et le paranormal. Ouais, ouais, ouais. Ça a quitté le paranormal pour devenir pour rentrer dans le normal. Bah, la science progresse. Voilà. Tout doucement. Alors, docteur Joël Dehaas, il y a un chapitre dans votre livre consacré à nos amis les chiens qui s'intitule Les chiens parleurs, voire même les chiens bavards. Oui. Qu'entendez-vous par là? Ce sont des chiens qui vont émettre des sons qui sont très proches d'abord des sons humains et donc qui permettent, qui peuvent être reconnus. On retrouve sur Internet régulièrement des petites bandes vidéo qui passent d'un chat ou d'un chien qui dit I love you, parce que ça se passe aux États-Unis en général. Et parce que c'est plus facile à dire en anglais pour un chien I love you que de le dire en français je t'aime. Évidemment, l'articulation est un peu différente. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que des chiens américains et anglais qui parlent et qui bavardent. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est que le chat ou le chien pense quelque chose, le dit et fait en sorte que ce soit compris. C'est-à-dire qu'il y a du sens dans sa phrase, dans son phrasé. Voilà. Alors on a toute une série de cas, et bon, on s'est intéressé à ça par les chimpanzés à qui on a appris le langage des signes, et puis on s'est rendu compte que ces chimpanzés étaient capables d'articuler des signes, ils étaient capables de dire des événements du passé, des événements du présent, d'anticiper le futur et de communiquer entre eux avec ces langages des signes, et puis ensuite de communiquer. Une maman a appris ce langage des signes à son petit. Et donc ça, on a un intérêt qui est tout à fait, je dirais, éthologique de ces choses-là. Mais alors, on a d'autres chiens qui donnent des informations qui sont plus intéressantes, qui sont un peu... qui donnent ces sons de gorge et puis qui donnent... des informations abstraites, des concepts. Des informations abstraites. Et alors, je sais plus comment il le faisait d'ailleurs, je recherche. Il y a toute une série de chiens qui aboient des réponses, qui aboient des signes, et qui donnent des informations sur des calculs. Alors, comme par exemple le chien nommé Jim, c'est ça? Le chien nommé Jim, il y a qui comprenait ce qu'on lui disait, va montrer tel arbre, il allait poser la patte sur un bouleau, sur un hêtre, où il y avait encore le chien de Duro, c'est ça, les expériences de Bechterew. Duro était un gars qui travaillait dans un cirque avec des chiens, des chiens dits intelligents, et puis il y avait le scientifique Bechterew, qui est en fait un gars qui travaillait avec Pavlov, et qui lui a fait des recherches avec Pavlov sur les comportements conditionnés, et ensuite également fait des recherches sur les chiens de cirque, à savoir est-ce que ces chiens sont capables de reconnaître des choses, non seulement parce qu'on leur dit de les reconnaître, mais surtout dans l'intention. Et il a fait des recherches avec un chien de cirque qui était particulièrement intelligent, c'était un fox terrier, et ce chien, on essayait d'imaginer, par exemple, on se met devant le chien, on ferme les yeux, ou on garde les yeux ouverts, mais on imagine une situation. Le chien se trouve sur une chaise. On lui demande, sans rien dire, de descendre de la chaise. Mentalement donc, hein? Mentalement. Voilà. Ouais. On imagine que ce chien va descendre de la chaise, qu'il va marcher, qu'il va se diriger vers une autre chaise et qu'il va s'asseoir sur cette autre chaise. On ouvre les yeux, on dit go, vas-y, et le chien obéit immédiatement et va s'asseoir sur l'autre chaise. Extraordinaire. Alors ça, c'est des expériences scientifiques qui ont été faites en laboratoire. Au début du XXe siècle, en laboratoire, dans des appartements, de façon reproductible. Et puis ce que l'on voit, c'est que moi, j'ai une cliente qui m'a dit, mais moi, je me mets dans mon fauteuil, je ferme les yeux, je demande mentalement à mon chien, je visualise la balle rouge, mon chien va chercher la balle rouge. Je visualise la balle jaune, il va chercher la balle jaune. Sans se tromper de couleur. Sans se tromper de couleur. Alors là, c'est exactement la même chose que les expériences de Bechterew, mais ça, c'est dans le quotidien. Ouais. Et ça, on peut le faire avec les chiens. Alors. Et ça, c'est la visualisation d'une intention.
Alors justement, on va faire une dernière pause et là vous allez nous donner peut-être, j'allais dire quelques recettes, non, mais quelques exercices peut-être pratiques que ceux et celles qui nous écoutent vont pouvoir mettre en action avec leur chien. Déjà, j'espère que grâce à vous et à cette émission, ils vont découvrir les capacités insoupçonnées de leur chat ou de leur chien et communiquer de manière différente avec eux, de manière plus complète peut-être. Et donc, juste après cette pause, vous allez nous donner quelques peut-être conseils, quelques exercices pour voir si notre chien ou notre chat est doué de facultés psy, comme on dit chez les humains. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Docteur Joël Dehaas est en notre compagnie depuis une bonne heure. On vit vraiment quelque chose d'extraordinaire avec vous. On redécouvre. J'ai l'impression. J'ai un chien à la maison qui s'appelle Réglisse. En rentrant, je vais m'y mettre. Et qu'allez-vous lui demander? Je sais pas, mais je vais le regarder. Déjà, je vais essayer de lui fermer les yeux, voir si, avec une intention mentale assez forte, si je ne suis pas trop fatigué, si il réagit ou s'il reste couché dans son panier en me disant, écoute, tes exercices, ce sera pour demain. Quand j'aurai fini de dormir, on verra ça. Alors, docteur Joël Dehaas, vous êtes donc vétérinaire, comportementaliste. Vous avez publié 2 livres très intéressants, Chat hors du commun et Chien hors du commun. Les 2 aux éditions Le Jour éditeur et également La psychologie du chat chez Odile Jacob. Alors, nous en étions restés à peut-être quelques exercices que vous pourriez nous donner éventuellement pour mettre en application ce dont on a parlé durant toute cette heure. Comment déceler, peut-être refaire ce que Durov faisait avec ses chiens et les expériences de Bechterev, c'est-à-dire essayer d'envoyer une information, un ordre mental à notre animal? Oui, alors l'expérience la plus simple à réaliser, c'est celle de la puissance du regard. Donc si votre chien est couché, votre chat est couché, il vous tourne le dos, donc il ne vous regarde pas, vous vous asseyez dans un fauteuil, vous vous concentrez et vous le regardez, simplement pour attirer son attention. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte quand vous conduisez en voiture, si vous regardez la personne qui vous dépasse, vous attirez son regard, elle vous regarde. Exact, c'est vrai. Donc vous pouvez faire ça avec les gens, pourquoi ne pas le faire avec les animaux? Est-ce qu'on est capable de le faire avec notre chien, avec notre chat? Simplement dans une intention d'amour, pas dans une intention de domination, d'autorité ou quoi que ce soit. Pas de l'obliger à le faire, en le respectant s'il ne veut pas le faire, en essayant d'aller voir chez lui s'il a envie de participer à un jeu, et s'il a envie de participer à ce jeu, de lui donner ou de proposer cette règle du jeu, à savoir est-ce qu'on peut attirer l'attention de son animal simplement en le regardant, alors que on ne fait aucun bruit, qu'on reste immobile, on ne fait aucun geste, et on ne l'a pas attiré avec de la nourriture ou quoi que ce soit, juste avec l'intention. Une fois qu'on est capable de faire ça, si ce chien a appris quelques objets, est-ce qu'on peut mentalement le diriger dans une direction particulière, vers un endroit particulier qui pourrait être intéressant pour lui, là où se retrouve, par exemple, on a mis une balle jaune, on l'a frotté, on a pris un objet en caoutchouc, un os en caoutchouc, on l'a trempé dans du bouillon, il est extrêmement intéressant, on l'a déposé quelque part dans un coin de la pièce et le chien ne le sait pas. On se met face à son chien et on essaie de lui expliquer mentalement qu'il y a un truc là vraiment génial dans le coin de la pièce. Et toujours dans une intention, non pas d'ordre ou de domination, mais de respect et de jeu. Absolument. D'accord. Et voyons ce qui se passe. Alors ça va pas marcher à tous les coups, mais une fois que on a quelque chose qui se passe, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont accélérer. Parce qu'on commence à travailler sur un autre plan, on commence à croire qu'on peut le faire. Une fois qu'on croit qu'on peut le faire, on ouvre un nouveau champ. Mais il faut bien noter quand même, vous l'avez dit, vous l'avez précisé, dans le monde des animaux, c'est comme dans le monde des humains, on sait tous faire du vélo, mais il n'y a qu'un seul Eddy Merckx, un seul Virenque. Je veux dire, il n'y a pas le chien de Durov chez tout le monde. On est d'accord? Absolument. Donc, faut pas non plus demander la lune à votre animal de compagnie. Non, il y a à peu près, je dirais, un chien sur 1000 qui a des capacités aussi étonnantes. Mais ce chien sur 1000, il n'est même pas toujours découvert par son propriétaire. Exact. Parce qu'il faut aussi le propriétaire qui soit en réponse avec ce chien. Donc
quand on veut avoir ce type de lien, il faut que aussi bien le propriétaire et son animal aient tous les deux cette ouverture d'esprit et qu'ils ne soient pas limités par leurs croyances. Est-ce que la publication, parce que vous exercez, donc je rappelle, vous êtes vétérinaire, vous exercez en Belgique, est-ce que, pour conclure, la publication de ces livres vous ont attiré, allez, on va dire gentiment, les foudres de la communauté scientifique, ou au contraire, a attiré plutôt des interrogations? Non, ce qui a attiré les foudres de la communauté scientifique, ce n'est pas la publication de ces livres, c'est la médiatisation. Donc vous allez avoir des ennuis après cette émission. Non, j'ai eu assez d'ennuis dans ma vie pour ne plus en avoir maintenant. Et puis c'est vrai que de toute façon, je m'ouvre de nouveau très fort au-delà du comportement à tout ce qui est, je dirais, l'ordre de la conscience, de l'inconscient, le subconscient et de relations. Parce que l'animal, on me présente un animal qui pose un problème. Je vous donne un exemple réel. Ouais. On me présente un chien. Et ce chien agresse une personne en particulier, c'est la mère de la propriétaire. Ok, est-ce qu'on va essayer de comprendre la séquence comportementale, le pourquoi des choses, les contextes? Ok, tout ça, ça peut prendre énormément de temps. Moi, je demande tout de suite, mais madame, quels sont vos sentiments vis-à-vis de votre mère? Et la dame me dit, je déteste ma mère, voilà. Mais je ne le montrerai jamais. Ouais. Mais le chien, lui, on peut pas lui cacher cette intention. Et c'est là où on rejoint la psychologie et la parapsychologie. C'est que maintenant, c'est dans le quotidien. Quand le chien fait ça, il me montre une porte ouverte sur l'univers de sa propriétaire. Et moi, je ne vais pas pouvoir changer ça chez le chien si je ne le change pas l'intention de haine chez la propriétaire. Ouais. Si je lui permets à accepter sa mère telle qu'elle est, à accepter la responsabilité de sa vie, à accepter la responsabilité de sa mère, que chacun vive les choses qu'il doit vivre, on arrive à diffuser tout ça, on arrive à diminuer cette émotion chez la propriétaire. Le chien, qui est une éponge émotionnelle, n'a plus besoin d'exprimer cette histoire. Ouais. Donc, en fait, sur votre plaque, il y a exactement marqué Dr Joël Dehaas, vétérinaire comportementaliste pour humains. Mais ça m'oriente à faire du conseil, je dirais, vis-à-vis des gens, à faire du coaching ou à permettre aux gens d'aller à eux-mêmes, à leur propre conscience. Et l'animal est une porte ouverte pour ça, que ce soit le chien, que ce soit le chat. Ouais. Pour conclure, je vous livrerai une petite anecdote que vous connaissez peut-être d'ailleurs. J'ai eu le plaisir de discuter avec le professeur Rémi Chauvin, dont vous connaissez peut-être les travaux en tant qu'éthologiste. Bien sûr, puisqu'il a fait pas mal de travail en parapsychologie. Oui, énormément. Et nous parlions des singes, des chimpanzés ou des grands singes. Et il m'a dit, saviez-vous que lors d'une expérience, on a donné à un singe des photos où il y avait des singes, des êtres humains et d'autres animaux. Et on lui a demandé de les classer. Il a classé les singes et les hommes à part et les autres animaux de l'autre côté. C'est étonnant. Ah oui, ça c'est étonnant dans l'esprit la symbolique de conceptualisation. Ouais, absolument. Voilà. Bon, Dr Joël Dehaas, merci de nous avoir éclairé comme ça sur le monde de nos animaux de compagnie. J'espère que ceux et celles qui nous ont entendus ont envie de nous rapporter comme ça toute une série de témoignages de ce qu'ils ont vécu, qui leur paraît tout à fait extraordinaire avec leur chat ou leur chien, ou même pourquoi pas avec d'autres animaux de compagnie comme des perroquets, comme des oiseaux, parce que on n'a parlé que des chiens et des chats. C'est peut-être plus difficile les tarentules. À qui c'est la communication avec le monde des arachnides ou le monde des serpents? Ah, le monde des serpents, je sais qu'il y a quelque chose de particulier qui se déroule notamment entre les autistes et les serpents. Il y a un rapport tout à fait étrange et très intéressant qui s'établit entre ces deux univers. Donc là, il y aura peut-être quelque chose à creuser. Mais en tout cas, entre les chiens et les chats, vous qui nous écoutez, appelez-nous au 0826 300 300, laissez-nous votre témoignage ou le début de votre témoignage avec un numéro de téléphone pour que l'on vous rappelle. On enregistre votre témoignage ou on prend rendez-vous avec le docteur Joël Dehaas s'il le veut bien et on calera une autre émission dans l'avenir pour qu'il y ait ce dialogue et comme ça cet échange entre vous, ce que vous aurez vécu et le savoir du docteur qui pourra nous éclairer si vous le voulez bien, docteur. Avec plaisir. Eh bien écoutez, c'est avec également grand plaisir que je vous recevrai à nouveau. Merci de votre participation. Merci à vous. Je rappelle donc les deux titres intéressants à avoir chez soi, Chat hors du commun et Chien hors du commun aux éditions Le Jour éditeur et également La psychologie du chat aux éditions Odile Jacob.
Après cette rencontre en compagnie du vétérinaire, le docteur Joël Dehaas, il nous est apparu important de réécouter l'interview que nous avions diffusée d'un scientifique anglais qui s'intéresse justement au phénomène de télépathie entre animaux et personnes humaines. Il s'agit du scientifique Rupert Sheldrake que nous réécouterons dans quelques minutes dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Et vous allez voir, il a relaté des expériences tout à fait intéressantes. Il en a filmé quelques-unes, il en a réalisé quelques-unes, notamment entre un perroquet et sa maîtresse qui ont des relations télépathiques surprenantes. Restez avec nous, vous allez découvrir ça. Rupert Sheldrake est sans doute le scientifique le plus pointu dans l'étude des phénomènes de télépathie, de relations entre les animaux de compagnie et leurs maîtres. Nous l'avons interviewé il y a quelques semaines pour Les Aventuriers de l'étrange et dans le cadre de cette émission consacrée aux chiens hors du commun et aux chats hors du commun, il nous a paru très intéressant de réécouter son interview. Vous allez voir, il a réalisé des expériences tout à fait étonnantes. Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange. Mr. Sheldrake, good evening. Good evening. I'm very proud to welcome you in my broadcast. Monsieur Sheldrake, bonsoir. Je suis vraiment ravi et très honoré de vous avoir dans mon émission Les Aventuriers de l'étrange. Vous avez écrit plusieurs livres à propos de la télépathie. Télépathie entre les êtres humains et entre les êtres humains et leurs animaux de compagnie. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous raconter une histoire que vous trouvez tout à fait exemplaire dans le cadre de vos études? Well, I think with animals, the kind of story that's most exemplary is dogs and cats. Je pense que les cas les plus exemplaires sont à propos des chiens et des chats qui devinent le moment du retour à la maison de leur maître. Je vais commencer avec une histoire d'un chien et de sa maîtresse, une jeune femme vivant à Manchester, en Angleterre. Son chien savait toujours quand elle rentrait à la maison. Sa famille le devinait tout simplement en observant l'animal. Le chien commençait à attendre environ 15 minutes avant le retour de sa maîtresse. Sa maîtresse avait un travail et la famille pensait que l'animal réagissait par routine. Mais un jour, elle a perdu son travail. Et elle s'est mise à rentrer à des heures tout à fait irrégulières. Mais son chien devinait son retour une demi-heure avant. Nous avons fait une centaine d'observations de ce chien en le filmant. Étant sur place, j'ai appelé au téléphone cette jeune femme qui ignorait elle-même l'heure de son retour. Sa famille l'ignorait aussi. Elle était en taxi et elle revenait de visiter ses parents. Elle se trouvait à plusieurs kilomètres de son domicile pour cette expérience. Et à chaque fois, le chien devinait son retour quand elle-même décidait qu'elle allait revenir. Donc, le chien captait son intention. Et ce fait est très commun pour plus de 50% des chiens. En revanche, seuls 30% des chats devinent le retour de leur maître. Has your opinion, which are the most telepathic animals or pets? Selon votre opinion, quel est l'animal qui a le plus de talent de télépathie parmi les animaux de compagnie? Probably dogs. But the closest rival would be African. Probablement les chiens, mais les plus doués seraient les perroquets gris d'Afrique. Les perroquets ont un très fort attachement avec leurs propriétaires. Et ils ont une grande sensibilité et attention vis-à-vis de leur maître. You wrote in one of your books a story between a painter and her pet, her parrot. Vous avez écrit dans un de vos livres une très belle histoire à propos d'une jeune peintre et de son animal de compagnie qui était un perroquet gris d'Afrique. That's right. She's an American and she has a parrot which has a huge vocabulary. C'est vrai, c'est une Américaine qui possède un perroquet qui a beaucoup de vocabulaire. Il possède plus de 1000 mots, il s'exprime avec des phrases et il a une capacité de langage tout à fait remarquable. Mais cela n'est pas la seule chose remarquable chez cet animal. Il a la capacité de saisir les pensées de sa maîtresse. Il répond par phrase à ce qu'elle pense. Une nuit, il l'a réveillée en commentant le rêve qu'elle était en train de faire. Nous lui avons donc proposé des expériences avec son perroquet.
Elle a regardé une photo qui était au préalable enfermée dans une enveloppe, elle était filmée dans une pièce, et dans une autre pièce, à un autre étage, se trouvait son perroquet. Et nous avons entendu le perroquet commenter la photo avec des mots qui correspondaient exactement à ce qu'il y avait sur le cliché. C'est beaucoup plus que ce que l'on pouvait expliquer par de la chance, c'était de la télépathie. Cette expérience a d'ailleurs été publiée dans une revue scientifique consacrée aux animaux. Can you now explain to us your theory that you call the morphic fields? Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer votre théorie qui parle de champs morphiques? Morphic fields are like magnetic fields or gravitational fields. They're regions of influence. Les champs morphiques sont comme les champs magnétiques ou les champs gravitationnels. Ils régissent des espaces précis ou des personnes. En ce qui concerne la télépathie, ils connectent entre eux des gens d'un même groupe social. Par exemple, un groupe d'oiseaux volant dans le ciel. Tous les membres du groupe réagissent en même temps, comme s'ils réagissaient à l'influence d'un champ magnétique. C'est la même chose pour un banc de poissons qui peut réagir en groupe très très vite et changer de direction. Je pense qu'un groupe social a son propre champ morphique. Lorsque ses membres sont très proches les uns des autres, le champ morphique coordonne leurs mouvements. Lorsqu'un individu, par exemple, s'éloigne pour aller chercher de la nourriture à plusieurs kilomètres, eh bien, je pense que le champ morphique le garde connecté avec le reste du groupe. Et ce que vit celui qui est seul affecte le groupe dans sa totalité, quelle que soit la distance. Je pense que c'est la base même de la télépathie. Cela ne peut pas fonctionner entre un groupe d'animaux et un animal étranger ou un groupe d'êtres humains et un étranger. Cela ne peut fonctionner entre des animaux qui se connaissent bien ou des êtres humains qui se connaissent bien. So each group or family create its own morphic fields. Donc si j'ai bien compris, chaque groupe ou chaque famille crée son propre champ morphique. That's right. Each group or family has its own morphic field. C'est exact. Chaque groupe ou famille a son propre champ morphique, comme une équipe de foot par exemple. C'est exact. Chaque être humain de notre société appartient à un groupe familial, une équipe, un groupe scolaire, un club ou autre. Nous appartenons à différents groupes sociaux. Chacun d'eux a son propre champ morphique et une équipe de foot a également son propre champ morphique. According to your results, are the women more telepathic than the men? Selon vos résultats expérimentaux, est-ce que les femmes sont plus douées pour la télépathie que les hommes? Yes, in most of Definitely, our yes. surveys, the women turn out to be more telepathic than Absolument. Les femmes sont beaucoup plus douées pour la télépathie que les hommes. C'est une croyance populaire qui est prouvée par mes expériences scientifiques. On what are you currently working? Sur quoi êtes-vous en train de travailler actuellement? I'm currently designing telepathy tests that can be done on the internet. In fact, I have one. Je suis en train de mettre au point des expériences télépathiques réalisées sur Internet. Cette expérience est sur mon site, n'importe qui peut y participer. L'Internet offre de gros avantages pour des expériences sur la télépathie, car nous pouvons connecter des individus entre eux malgré la distance, quelle que soit la distance, tout autour du monde. L'expérience que je propose actuellement sur mon site Internet consiste pour chaque individu de s'inscrire, de choisir 2 personnes qu'elle connaît, et elle leur envoie un message dans un temps imparti. Et ceux qui reçoivent le message doivent deviner avant de le recevoir qui leur envoie justement ce message. Ensuite, nous analysons les résultats, les scores, en les comparant avec les résultats qu'ils auraient obtenus grâce à la chance. Ainsi, nous déterminons s'il y a eu un phénomène de télépathie ou pas. Have you got personally a pet? Est-ce que vous avez, vous, personnellement, des animaux de compagnie? Have you got some telepathic message with them? Et est-ce que vous avez également des expériences télépathiques avec eux?
Unfortunately, no. They're more telepathic with my children than they are with me. Malheureusement, non, je n'ai pas d'expérience télépathique avec mes animaux, ce sont 2 chats. Ils sont plus télépathes avec mes enfants qu'avec moi. Mais l'action la plus remarquable qu'ils font, c'est quand, par erreur, nous les enfermons dehors la nuit, ils envoient alors un message télépathique à ma femme. Elle se réveille au milieu de la nuit avec la vision du visage d'un de nos chats devant son visage. Elle se lève donc en comprenant que nous avons laissé les chats dehors et quelqu'un doit aller leur ouvrir la porte. Les 3/4 du temps, c'est moi. Et effectivement, une fois la porte ouverte, je trouve le chat grattant justement devant la porte. So they talk telepathically with your wife or your children, but not with you. Donc finalement, ils ont des expériences télépathiques avec votre femme ou vos enfants, mais pas avec vous. Not with me, unfortunately, no. Pas avec moi, malheureusement. Thank Mr. Sheldrake for being in our broadcast. Merci, Monsieur Sheldrake, d'avoir participé à cette émission. Et à très bientôt, j'espère, dans les Aventuriers de l'étrange. Thank you. Okay. Bye. Bye. Avouez que les expériences que réalise actuellement en Angleterre Rupert Sheldrake ont de quoi laisser pantois et nourrissent quand même pas mal de questions. C'est la fin de ce dossier concernant nos animaux de compagnie. Dans quelques minutes, Olivier Seb, grand spécialiste de la météo sur Sud Radio, mais surtout des chemins de Saint-Jacques, va venir nous rejoindre pour nous expliquer ce en quoi consiste ce cheminement si long pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Olivier Seb, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans les Aventuriers de l'étrange pour parler d'un domaine que vous connaissez très très bien. Il s'agit des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a plein de gens que l'on croise ces temps-ci avec le sac à dos, les chaussures de marche, le bâton, et qui se dirigent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous êtes en train de rédiger un dictionnaire. Effectivement, oui. Le dictionnaire des chemins de Saint-Jacques. Le dictionnaire des chemins de Saint-Jacques, c'est-à-dire en fait les définitions de tout ce qui est porteur du chemin de Saint-Jacques et ce qu'il apporte en même temps. Oui. Alors, on va commencer par un historique. Les chemins de Saint-Jacques, ça a commencé à quelle période? Est-ce que c'est vieux? Oui, c'est très ancien, ça a un millénaire historiquement. Ça replonge, si je puis dire, l'individu dans la connaissance des sources même de l'humanité, puisqu'au fond on se trouve devant une sorte de mythe qui se mélange avec l'histoire. Parce que Saint-Jacques, d'abord, c'est un apôtre. Donc, on considère qu'il a évangélisé l'Espagne avant sa mort. Il a été décapité à Jérusalem. Et son corps a été ramené par ses disciples dans cette terre qu'il avait évangélisée, c'est-à-dire donc la Galice. Oui. Et on est là dans l'aube de notre histoire. Oui. Et ensuite, les chemins de Saint-Jacques réapparaissent, mais c'est seulement sous Charlemagne, avec la découverte dite de ce corps et la création de ce pèlerinage. Oui, le premier pèlerin que l'on connaît qui est bien célèbre, c'est Godescalc, qui était un évêque du Puy, en Velay, donc dans la région de Clermont-Ferrand, et qui descend en fait avec sa cour et qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais c'est dire que déjà, s'il allait à Saint-Jacques avec sa cour, c'est que le pèlerinage existait, préexistait. Les chemins étaient tracés déjà. Alors, les chemins étaient tracés, et c'est un des grands mystères du chemin de Saint-Jacques, c'est que ces chemins existent au IXe siècle, tout d'un coup ils apparaissent, et on sent bien qu'ils reprennent une tradition beaucoup plus ancienne. Et ces chemins, c'est un réseau, c'est une sorte d'arborescence sur l'ensemble de l'Europe, qui conduit vers les Pyrénées, et de là, par une artère très forte, vers Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est-à-dire la Galice, la pointe occidentale de l'Espagne. Oui. Mais alors, vous avez parlé du corps de Saint-Jacques. Il est à Saint-Jacques-de-Compostelle? Ah, si vous avez la foi, vous l'y trouverez. Et au fond, avec la foi, on voit, avec la science, on croit. Moi, je mélange tout. Mais ce que je puis dire, c'est qu'effectivement, c'est là où nous rencontrons cette énorme interrogation. Qu'est-ce que la réalité historique et qu'est-ce qu'il dépend, en fait, d'une sorte de mythologie du chemin de Saint-Jacques. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les foules sont effectivement, comme vous le disiez à l'instant, rassemblées sur ces chemins pour aller voir un corps que personne n'a jamais vu. D'accord. Mais avant d'entrer dans le lieu donc qui est le but de tous ces pèlerinages, vous disiez ça fait un millénaire que ces chemins existent, ou du moins que le principe du pèlerinage vers Saint-Jacques existe. Oui, et un millénaire que les chemins sont fixés. C'est-à-dire qu'à peu de choses près, on peut dire que les gens partaient de telle ou telle ville, qu'ils passaient dans telle ou telle étape, et que traversant les Pyrénées par le col du Somport ou celui du Roncevaux, ils atteignaient ce que l'on appelle le Camino français, c'est-à-dire le chemin français, le chemin franc, en
en fait, le chemin de la liberté, de la marche. Et que cette organisation s'est mise en place très rapidement, puisque vers l'an 1000 déjà, il y a des églises, des sanctuaires qui se construisent parce qu'il y a des pèlerins qui passent. D'accord, Donc, sur le chemin, il se sur le construit chemin. sur le bord du chemin. Et il y a une sorte d'organisation de ce chemin qui se met en place très rapidement, puisque déjà vers le 11e, 12e siècle, on a des hôpitaux, on a des hospices, on a véritablement toute la structure d'accueil, d'information, de réalisation sur le plan local de ce que représente le pèlerinage. Et donc le pèlerin devient une sorte de curseur qui se promène le long de cette voie. Et on a des milliers de curseurs qui vont traverser l'Espagne, après avoir traversé la France et d'autres régions d'Europe, pour accéder à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce sont des milliers de gens au travers de tous les siècles, quelle que soit l'époque, quelle que soit la saison, et c'est ça qui est tout à fait surprenant. Mais au XIIe ou XIIIe siècle, il fallait combien de temps pour partir, allez, on va dire, du centre de la France, pour arriver jusqu'à Saint-Jacques? J'allais dire, c'est presque l'histoire d'une vie, parce que c'était à pied, les routes étaient pas sûres du tout, brigands, guerre, enfin, les intempéries, enfin tout, quoi. Oui, il n'y a pas plus d'intempéries au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Oui, mais à la limite, c'est vrai. Quelqu'un qui fait le pèlerinage à pied aujourd'hui a quand même la sécurité. D'abord de l'étape, le pèlerin aime bien quand même un certain confort. Et ils aiment bien surtout ne pas être isolés, ce qui est l'inverse au Moyen-Âge. Le pèlerin du Moyen-Âge fait son testament avant de partir. Ah oui, carrément. Il sait qu'il part. Et il ne sait pas s'il reviendra. Donc il s'en va, il part à l'aventure, et là-dessus, son passeport, qui est une sorte de lettre de créance que lui offre un ecclésiastique, devrait le garantir de tous les dangers humains, mais c'est quand même relativement aléatoire. Et en plus, en dehors des dangers humains, il y a tout ce qui représente effectivement les aléas de la vie dans la nature. Et ça, c'est pas facile. Traverser les forêts, les animaux sauvages, etc., etc. Oui, et puis quand on arrive à Lectoure, par exemple, il faut offrir 3 jours pour laver le linge en paiement de sa nuitée. Donc le pèlerin est obligé de rendre des services de temps à autre. Je donne cet exemple, il y en a bien d'autres. On sent bien que le pèlerin est partie intégrante d'une société qui ne fait que traverser. Et ça, c'est une aventure que l'on ne vit plus aujourd'hui, plus du tout de la même manière. Mais ça a duré combien de temps? Le pèlerin Est-ce qu'on en a une idée? Oui, on a énormément de relations de pèlerins. On a des journaux de marche des pèlerins. Il y en a presque autant que ce qui existe aujourd'hui. Tout pèlerin qui part a envie de publier son volume en revenant. Mais le pèlerin du Moyen-Âge explique que les retards qu'il peut avoir, c'est plutôt des retards voulus. C'est-à-dire qu'il a décidé d'aller voir un sanctuaire à l'écart du chemin. Ou bien il a décidé de passer une rivière à un autre gué que celui qui était présent sur le chemin qu'il suivait jusqu'à présent. Donc on a une variabilité des cheminements qui est considérable. En général, on peut dire que l'aller-retour exige au moins 6 mois lorsqu'on habite le sud de la France, parce qu'on a 2-3 mois de marche dans un sens, autant dans l'autre. Quand on est à l'extérieur, on met 1-2 ans facilement. Donc il y a des gens qui revenaient dans leur village, ils avaient été presque oubliés, ou du moins ils étaient considérés comme revenant peut-être, mais c'est un revenant qui rentre. Et c'est tout à fait différent. Et c'est le pèlerin qui rentre, ce n'est plus l'homme qui est parti. Oui, j'imagine que, alors autant au Moyen-Âge que maintenant, on en parlera tout à l'heure, dans ce que ça représente d'extraordinaire, marcher, on réfléchit pendant qu'on marche, parce qu'on a que ça à faire finalement. Il est certain que la marche repositionne l'homme. Nous avons l'habitude de vivre assis. On est toujours assis. On est assis dans la voiture, on est assis dans notre table, dans notre bureau, etc. L'homme du Moyen-Âge est un homme qui marche, c'est un rural. Donc c'est quelqu'un qui est toujours en déplacement. Par contre, le chemin de Saint-Jacques, que ce soit pour l'homme d'aujourd'hui ou celui d'hier, oblige à une marche avec un but. Et ça, c'est tout à fait différent. Quand on va au marché, quand on va se déplacer à tel ou tel endroit, c'est une marche relativement courte. Là, on est sur une période longue avec la nécessité d'atteindre la fin des terres. Et ça, c'est une démarche qui, pour l'homme du Moyen-Âge, comme pour celui d'aujourd'hui, oblige à un déplacement de la conception que l'on a de la vie. On est en train de partir pour Saint-Jacques-de-Compostelle, et donc on ferme sa porte, on ne sait pas si on la réouvrira un jour de la même manière. Et ce départ-là, ce déclenchement, on peut dire qu'il est extrêmement fort, autant au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Ça reste, depuis le Moyen-Âge, y compris maintenant, une démarche de foi, avant tout. Là, on rentre dans les raisons même du départ. Ça peut être une démarche de foi, ça peut être une démarche de sortir d'un isolement quel qu'il soit, ou de changer sa conception de la vie, parce que, par exemple, on est à une fracture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent au moment de prendre la retraite, ou parce qu'ils ont un souci familial, ou parce qu'ils ont une émotion sentimentale. Donc là, ils font le chemin de Saint-Jacques. C'est se repositionner. Le Moyen-Âge ajoute à la fois les contraintes d'une vie parfois plus difficile,
civile, mais parce qu'elle est liée non seulement au monde civil, mais au monde religieux, et que si on a eu, par exemple, une condamnation, on est obligé d'aller à Saint-Jacques. Il y a beaucoup de gens qui y vont en pénitence, mais une pénitence forcée. D'accord, une condamnation, on dit, tu vas à Saint-Jacques et tu reviens pour expier ta faute, quoi, en quelque sorte. Oui, les témoins dans tous les procès que l'on connaît démontrent qu'effectivement, le pèlerin, lorsqu'il part pas nécessairement avec la foi qui l'illuminerait sur le chemin, il part avec un bâton à l'arrière, et donc il sait très bien qu'il doit y aller. Mais il est dans un contexte où ce mariage entre la religion et la société civile est tel qu'il ne se pose pas la question. Et quand il part, il va demander pardon autant aux hommes que à cet inconnu qu'il va rencontrer. Ouais. Et on peut dire que aujourd'hui comme hier, le fait d'être sur le chemin de Saint-Jacques rend l'homme pèlerin, même s'il n'a pas la foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné... C'est le chemin qui le fait. Oui, et il devient pèlerin. Je ne veux pas dire qu'il trouve la foi, ça ne regarde chacun, c'est pas mon problème. Mais il devient pèlerin parce qu'il est avec le pèlerinage marié totalement. Ouais. Il y a une sorte d'homme nouveau qui est en train de se préparer. Et ça, c'est vrai que c'est la marche qui le donne. On va continuer à en parler dans quelques minutes avec vous dans Les Aventuriers de l'étrange avec Olivier Seb. Sud Radio, Les Aventuriers de l'étrange. Suite du chemin de Saint-Jacques que nous avons emprunté avec Olivier Seb il y a quelques minutes dans ces Aventuriers de l'étrange avant de refermer cette émission et de se retrouver avec grand plaisir demain. Olivier Seb, ça fonctionne comment actuellement sur le chemin de Saint-Jacques? Il y a encore les haltes comme ça, où le pèlerin arrive 3 jours de lavage de linge pour payer son hôtel et continuer. Non, ça n'existe plus. De laver le linge, ça n'existe plus, ou de faire la plonge. N'empêche que le naturel revient au galop rapidement. C'est-à-dire que notre société est une société qui aime bien s'installer et conquérir tout ce qui pourrait exister sur le sol, donc sur le territoire. Donc le mouvement de ces hommes et de ces femmes sur le chemin de Saint-Jacques a donné naissance à une organisation de façon empirique au départ. Oui. Mais très rapidement, cette organisation s'est structurée de façon bien plus moderne, et on voit bien que sur le chemin de Saint-Jacques, d'abord le rythme même de la journée de marche d'un pèlerin. On part le matin relativement tôt parce qu'on a besoin de garder le période où il fait un peu frais, et on ne marche pas en plein soleil. Donc on sait très bien que partant vers 6 heures du matin, on va marcher jusqu'à midi et demi, et donc la journée de marche, on la connaît, c'est environ 25 à 30 km maximum, c'est même plutôt 23 à 28. D'accord. Ouais, donc, ce qui est pas mal quand même déjà. Ce qui est pas mal bien. Et qui correspond en fait à une dimension de séparation de nos petites villes, par exemple en milieu rural, qui est assez nette. On sait très bien que, en gros, il y a une demi-journée de marche à pied qui sépareront 2 villes ou 2 chefs-lieux de cantons. D'accord. Donc à partir de cela, la route qui est déjà dessinée, puisqu'on sait qu'on part de tel endroit du Massif central ou de Bourgogne ou d'Arles, bien entendu, pour chez nous, pour le sud de la France, on sait très bien que l'on va trouver tous les 27 km, 25-30 km, une ville dans laquelle l'accueil va s'organiser. Alors il s'organise au travers d'associations d'anciens pèlerins, ce qui reprend le thème des anciennes confréries de pèlerinage, ou bien il s'organise avec un hôtel qui met à disposition des chambres, ou un gîte rural, et petit à petit cette étape effectivement existe. J'ai entendu parler de tampons que le pèlerin produit un passeport sur lequel il y a un tampon qui montre qu'il est passé effectivement à tel endroit, à tel endroit. Alors là, c'est plus la société dont le naturel revient au galop, c'est l'Église. D'accord. Parce qu'elle a besoin de justifier le fait qu'elle accorde l'idée d'avoir fait son pèlerinage à un pèlerin. Elle est le regard, en fait, de ce qu'elle considère dans son dogme comme le regard divin. Donc, elle va authentifier le pèlerinage. D'accord. Et pour cela, il faut que le pèlerin apporte la preuve. Il peut toujours dire qu'il a la foi, c'est pas une preuve, la foi, c'est en la vie intérieure. Donc, il faut qu'il apporte autre chose. Et l'autre chose, c'est un papier qui est tamponné par les autres humains. D'accord. Donc, à chaque étape, il se fait tamponner, effectivement, par la personne qui le reçoit. C'est la compostelle, enfin c'est la crédentiale, qui est la lettre de créance qui lui permet d'obtenir la compostelle, c'est-à-dire le diplôme d'arrivée. D'accord. Et alors, à Saint-Jacques-de-Compostelle, que se passe-t-il? Parce qu'on finit bien par arriver à un moment ou à un autre. Alors le pèlerin arrive d'abord dans une ville qui ne l'attend pas. C'est une ville qui vit comme toutes nos villes, qui reçoit le pèlerinage comme Toulouse recevrait des touristes ou Bordeaux recevrait des marins. Pas plus, ni moins. C'est-à-dire que, voilà, ce sont des gens qui arrivent, ils sont accoutrés curieusement, parce que tout d'un coup on voit des gens avec des sacs à dos et des cannes. Cela dit, ça fait 1000 ans que ça déboule chez eux sans arrêt, donc bon, oui, les sacs à dos n'étaient pas les mêmes il y a 1000 ans, mais on a beaucoup de t-shirts avec je viens de telle région, je viens de tel département, je viens de telle ville, ou bien je suis parrainé par telle marque de chaussures. Ça c'est un peu curieux. L'espagnol a un regard un peu coquin sur cette affaire-là. Oui, ce que je comprends. Et puis le pèlerin rentre à la cathédrale. Et là, il aimerait être reconnu comme pèlerin.
et il est un homme comme les autres, il est une femme comme les autres, c'est-à-dire qu'il s'assied dans une nef, il essaie de poser son sac à dos dans la foule, son bâton, et il attend la révélation. Et cette révélation, elle ne va pas venir parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. C'est lui qui doit la trouver en lui-même. Et là, il y a toute une sorte de rupture au niveau de l'arrivée qui est assez extraordinaire. Rupture qui fait que quand le pèlerin rentre, il parle de son voyage aller, mais il ne parle jamais de son voyage retour. Si vous prenez n'importe quel bouquin sur les chemins de Saint-Jacques, la personne va vous raconter toutes les épreuves qu'elle a connues à l'aller, très peu parle de leur retour. D'ailleurs, le retour, maintenant, il le faut en avion ou en train. Autrefois, on était obligé de le faire à pied. Aujourd'hui, on considère que c'est l'aller qui est important. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on arrive à Saint-Jacques, on a cette sorte de grand fossé, de grand trou qui se manifeste et qui oblige la personne qui vient de passer 2 mois ou 3 mois sur les chemins, toute seule ou en groupe, mais avec cette réflexion permanente, qui l'oblige tout d'un coup à se reposer la question du pourquoi. Rien n'est fait. Rien n'est terminé. Moi, j'aime beaucoup parler d'un film de Pasolini qui s'appelle Uccellacci e Uccellini, où on voit deux moines qui sont en train de convertir des animaux. Ils convertissent les passereaux, puis après on les fait convertir les faucons, et quand ils ont converti tous ces animaux, ils sont très contents. Et puis tout d'un coup, il y a un faucon qui mange un passereau, ils sont obligés de tout recommencer, parce qu'ils aperçoivent que le bien n'est pas passé. Bien, pour le pèlerin, c'est un peu pareil. Il arrive à Saint-Jacques, et là, tout d'un coup, il est obligé de se reposer la question du pourquoi. Et c'est devant un grand mystère, puisqu'il est devant un tombeau, dans lequel il ne sait même pas si Saint-Jacques existe, puisque jamais on ne lui parlera de la relique. C'est le seul endroit où il y a un tombeau de saints ou d'apôtres dans lequel il n'y a pas de relique visible. Ah, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a Saint-Jacques, mais personne ne peut l'en attester. On a des attestations du 19e siècle, on a des éléments qui sont tardifs, mais Saint-Jacques en lui-même, c'est la nuit des temps, c'est la foi qui le dit. Ça, on en est sûr. Quant à la réalité, je n'ose même pas poser le point d'interrogation. Mais en ce qui concerne le cheminement, par exemple, le symbole de la coquille de Saint-Jacques, ça vient d'où? Alors là, on plonge dans d'autres racines. Nous sommes dans un monde européen. La coquille, d'abord, dans n'importe quelle civilisation sur la planète, c'est une monnaie. Les coquilles sont en général des monnaies. D'accord. Et quand dans la civilisation grecque, mais on pourrait le trouver aussi en Moyen-Orient ou en Extrême-Orient, lorsque l'âme part et qu'elle doit traverser tous les mondes mystérieux de l'au-delà, à un moment donné, il faut qu'elle passe, qu'elle soit capable d'être sauvée, qu'elle fasse partie des élus. Ça, on le connaît dans toutes les religions et les philosophies. Et elle doit avoir une monnaie d'échange, ce passage. Cette monnaie, on la connaît bien avec le Styx. On est obligé de remettre une pièce de monnaie à Caron pour prendre la barque et traverser le Styx. Qui est fleuve, qui sépare du monde des morts. Eh bien, la coquille du chemin de Saint-Jacques, c'est la coquille que porte le pèlerin pour attester qu'effectivement, il a fait dans sa vie la préparation du chemin de l'au-delà. Et cette coquille atteste du fait qu'il a réussi. Il peut se présenter à la porte du paradis. Et c'est Saint-Jacques qui l'accompagne. Ça, c'est la signification de Saint-Jacques de Compostelle. On pourrait dire que c'est un chemin de préparation. C'est un chemin qui atteste du fait que le pèlerin a décidé, à partir du moment où il a fermé la porte de chez lui et qu'il va à Saint-Jacques de Compostelle, de se préparer à faire le chemin final une fois qu'il partira. Très bien. Merci de nous avoir fait un peu découvrir comme ça les arcanes du chemin de Saint-Jacques et son histoire rapidement. Alors évidemment, on attend avec impatience ce dictionnaire qui sortira chez les éditions Loubatière d'ici janvier, février à peu près. Non, je pense que nous devrions l'avoir avant la fin de l'année. Ah bien. Je le souhaite. En tout cas, il y en a qu'un qui est acteur de cette affaire, c'est l'auteur. Je vous libère pour retourner au boulot. Merci beaucoup, Olivier Seb. Merci. Sud Radio, samedi et dimanche. 22h minuit, Louis Benedì, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene Redina Forza. Les aventuriers de l'étrange se terminent pour ce soir. Évidemment, je vous donne rendez-vous 22h minuit demain dimanche sur Sud Radio pour ouvrir un autre dossier. Nous allons nous éloigner un petit peu des phénomènes paranormaux ou mystérieux, quoique. Et nous allons plonger avec Édouard Brazé dans le monde merveilleux des dragons, des griffons, des hippogriffes. Nous allons découvrir également les elfes, les farfadets, les gobelins, bref, tout ce monde merveilleux du petit peuple, comme disent certains, le monde des fées également, que peut-être certains ou certaines d'entre vous
ont croisé au détour d'une balade sur un des sentiers de notre Grand Sud. Je vous rappelle que le salon du livre ésotérique à Condom se déroule encore demain. Si vous voulez y aller faire un tour dans le Gers, donc sous le cloître de Condom, avec une très belle exposition consacrée au tarot de Marseille et au symbolisme qu'il représente, et également 2 belles conférences demain après-midi, une sur l'alchimie, avec Patrick Rivière qui est venu nous rendre visite ici dans les Aventuriers de l'étrange, ou encore une autre conférence sur l'hermétisme avec Philippe Roy, et il y aura pas mal d'auteurs qui sont également présents pour des signatures de leurs livres. 16 éditeurs sont présents dans ce salon du livre ésotérique. Rendez-vous donc de toute façon demain pour d'autres aventures de l'étrange. Passez une bonne nuit.